Eh bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir que de vous retrouver. Je salue aussi celles et ceux qui nous suivent en ligne, qui sont nombreux. Et donc, aujourd'hui, je vous propose de continuer ces cours sur l'information et sur l'angle computationnel du vivant. Et aujourd'hui, et l'autre cours de la semaine prochaine abordera aussi les choses sous un angle fondamentalement logique et plus concret encore. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la question du processing de l'information en se focalisant sur la logique que l'on peut extraire de l'observation des réseaux de régulation. Voilà. Donc on s'appuiera sur des travaux qui ont été effectués ces 20 dernières années principalement, en essayant d'illustrer des choses plus contemporaines. La prochaine fois, je me focaliserai plus sur des travaux plus récents, mais en abordant la logique d'un point de vue tout à fait différent de celui abordé aujourd'hui. Et à la fin du prochain cours, j'essaierai d'établir une comparaison, ou plutôt de voir la relation entre ces deux types d'approches. Donc aujourd'hui, l'approche axée sur la logique de l'information est à comprendre dans le contexte que j'ai déjà établi depuis le début de ce cours, à savoir qu'en se focalisant sur les aspects computationnels du vivant, on cherche à rendre compte des propriétés véritablement fonctionnelles du vivant, celles que David Marr appelle computationnelles, c'est-à-dire quel est à un niveau abstrait le problème qu'il faut résoudre, dans une perspective évidemment évolutionniste, et de l'autre, quelle est la logique du système qui émerge de cette recherche évolutive. Et donc, c'est cette question de la fonction et de la logique qui, en fait, forme le soubassement de tout mon propos cette année. Donc, j'aimerais commencer par un parcours qui permet d'établir la question de la fonction, justement, en biologie. Comme on le sait bien, au XXe siècle, c'est la découverte véritablement des fondements chimiques du vivant qui s'est opérée. Et la relation qu'il y a eu entre les fonctions émergentes que l'on voit et les molécules, la chimie du vivant, a été un des enjeux importants. Et si l'on remonte aux années 40, on peut voir déjà en fait, l'effort qui a été fait pour relier des fonctions observables, ce qu'on appelle le phénotype, et puis la fonction de gènes, qui sont des entités chimiques qui certes n'étaient pas encore pleinement caractérisées dans toute la subtilité que les années 60-70 ont révélée, mais qui néanmoins étaient là. Et on peut citer par exemple le travail de Boris Efroussi et Biddle, qui, en étudiant les phénotypes de coloration d'œil de mouche, ont pu établir la relation entre un gène et une fonction, ou un gène qui codait pour une enzyme et une fonction. Donc c'était des choses assez simples, et ça c'était bien établi. Le travail chez Neurospera de Biddle et Tatum, qui leur a valu le prix Nobel en 1958, a établi de façon encore plus définitive dans des mutants de synthèse d'acides aminés chez Neurospora la relation entre un gène et une enzyme. Qui dit une enzyme dit une fonction dont le phénotype est visible. Mais finalement, à partir de ces travaux génétiques anciens, on peut voir aujourd'hui illustrer de façon très claire l'idée que, dans certains cas en tout cas, une molécule correspond à une fonction, et quand je dis une fonction, j'entends pas simplement une fonction moléculaire, mais une fonction émergente dans l'organisme. L'exemple le plus frappant que j'ai voulu vous donner, c'est celui de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une protéine assez complexe qui a à son cœur une structure chimique qu'on appelle l'hème, dont la structure est présentée ici à droite, qui a beaucoup de parenté du reste avec la chlorophylle, à quelques détails près, et qui a à son cœur un ion ferrique qui est complexé avec par liaison à des groupements azotés ici, et qui permet de lier jusqu'à 4 molécules d'oxygène à tout moment. Alors, il y en a une très très grande quantité, plusieurs centaines de millions par globule rouge, et il y a un nombre de l'ordre de 10 puissance 11 globules rouges dans l'organisme, c'est très important. Donc, il y a une très grande quantité d'oxygène, on sait que c'est important pour la croissance et même pour le maintien en vie de l'organisme. Et en passant, puisque c'est quand même quelque chose d'assez magique de regarder un peu les fonctions de cette molécule, il y a cet effet qu'on appelle l'effet Bohr, du père de Niels Bohr, Christian Bohr, qui avait découvert que, en fonction de la pression partielle en CO2,
la liaison de l'oxygène à l'hémoglobine varie, et ce qui permet véritablement d'adapter en fait le besoin de libération de l'oxygène en fonction des besoins de l'organisme. Donc on a ici une molécule qui est un produit remarquable de l'évolution, qui, dans sa structure même, contient toutes les propriétés, notamment allostériques, qui rendent compte de cet effet Bohr et qui permettent d'adapter les besoins d'oxygène, la disponibilité en oxygène aux besoins des cellules. Voilà. Donc, c'est très bien, on a ces exemples en tête, il y en a certainement d'autres. Je citais évidemment la chlorophylle dans les complexes de photosynthèse, mais la réalité, malheureusement, est beaucoup plus compliquée que cela. Et si nous sommes vivants, c'est parce que en fait, les molécules de nos organismes, il y en a à peu près 10 puissance 4 protéines différentes dans une cellule de mammifère moyenne, différentes, hein. Il y a à peu près 10 puissance 10 protéines, mais 10 puissance 4 protéines différentes, certaines très abondantes, comme l'actine, d'autres beaucoup plus rares. Mais ces protéines fonctionnent en réseau. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit si l'on prend, par exemple, ici, le réseau de réponse à l'azote chez la levure, en lien avec le réseau du cycle cellulaire. Donc ici, ils sont colorés par couleur. En vert, on a les facteurs de transcription on a les facteurs de transcription en fait, qui régulent l'expression d'autres gènes dans la voie de réponse à l'azote, donc une voie métabolique, et de l'autre, le cycle cellulaire marqué en bleu. On voit ici donc un réseau d'une très grande complexité pour chacun de ces sous-réseaux, en vert et en bleu, et également leur intrication respective. Alors, par exemple, certains facteurs de transcription, GLN3, va avoir des cibles qui peuvent être le métabolisme des acides aminés, les transports ioniques, mais également des gènes du cycle cellulaire. Donc il y a un enchevêtrement de ces différents réseaux, sans doute pour pouvoir associer le métabolisme des cellules, l'anabolisme, la synthèse d'acides aminés en lien avec la synthèse protéique, et puis le cycle cellulaire, qui effectivement régule les voies de synthèse de façon très, très claire. Donc ici, les fonctions émergentes, comme la croissance d'une cellule, qui est un problème très complexe dont on avait parlé il y a quelques années, eh bien, c'est une fonction émergente d'un réseau qui comprend plusieurs dizaines de facteurs de transcription associés à des centaines de cibles transcriptionnelles. Donc on voit bien qu'il va falloir rendre compte de la logique de ces réseaux, qui est beaucoup plus complexe que celle d'une seule molécule. Alors une autre façon d'appréhender les choses, plus simple, c'est de voir finalement ces facteurs de transcription. J'en avais déjà parlé l'an dernier quand j'avais parlé de codage dans mon second cours, notamment les aspects de codage de l'information par les facteurs de transcription. Finalement, on peut voir les facteurs de transcription comme des symboles qui, en fait, apportent à la cellule une espèce de représentation interne de l'environnement. Qu'est-ce que j'entends par là? Les facteurs de transcription que l'on voit ici représentés de façon symbolique, X1, X2 jusqu'à Xm, sont capables de lier des molécules de l'environnement, c'est très clair chez les bactéries, et ces molécules sont, ou alors des molécules transformées, là on aurait une molécule qui elle-même serait régulée par des molécules de l'environnement. Le point important, c'est que l'état d'activité qu'on pourrait symboliser par une astérix pour ces différents XI à tout moment, serait comme une espèce de représentation de l'état de complexité de l'environnement autour de lui. Donc on peut voir dans cette représentation plus simple que celle de la diapo précédente, une vision déjà plus logique dans laquelle on voit cette couche intermédiaire des facteurs de transcription. Et si l'on pouvait représenter leur état d'activation, la liaison par exemple à une molécule, on pourrait symboliser par une astérix, à ce moment-là on aurait comme une représentation combinatoire symbolique de l'état de l'environnement à un instant T. Sachant que dans la logique de régulation des centaines de gènes en aval, donc il y a à peu près 300 facteurs de transcription chez Escherichia coli, d'accord, ce qui correspond donc à l'exploration d'un espace d'à peu près 300 dimensions et qui régule au total à peu près 4500 gènes. Donc la combinatoire d'expression de ces gènes reflète en fait à tout moment les aspects computationnels en fait, qui se produisent dans la lecture de ces facteurs de transcription, et ces calculs computationnels se font au niveau des séquences régulatrices de tous ces gènes. Et à vrai dire, aujourd'hui, même si l'on connaît un certain nombre de choses, il y a tout un travail à fournir pour essayer de comprendre quelle est la logique sous-jacente à la régulation de tous ces gènes. Donc voilà, il permet une façon de stratifier en fait, les différents niveaux d'information, l'environnement, l'encodage sous forme d'activité de facteurs de transcription et les calculs computationnels qui s'effectuent au niveau de ces promoteurs. Donc on va voir comment on va pouvoir avancer pour comprendre, pour déchiffrer finalement la logique formelle de ces systèmes de régulation génétique. Alors pour poursuivre sur le parcours qui va nous perdre, en fait j'aimerais poursuivre pour représenter en fait, la complexité de ces voies de signalisation en parlant
pas simplement des réseaux transcriptionnels, mais également des voies métaboliques. Ces voies métaboliques, qui comprennent des enzymes associées à leur substrat, des régulateurs de ces enzymes, eh bien, elles sont responsables des voies de catabolisme d'un côté. Donc ça, c'est une représentation très simple ici. Un certain nombre de ces enzymes et des cycles représentés, le fameux cycle de Krebs ici, d'autres sites comme la synthèse d'acides gras, etc. Bref, certains sont utilisés pour le catabolisme, c'est-à-dire la production d'ATP à partir de l'énergie contenue dans les molécules qui viennent de l'environnement, et l'autre l'anabolisme qui permet véritablement de synthétiser les éléments essentiels à la cellule, à sa croissance notamment, les acides aminés pour les protéines, les acides gras, les nucléotides, etc. etc. Donc ces voies d'anabolisme et de catabolisme sont couplées par la nécessité d'avoir un flux permanent d'ATP. L'ordre de grandeur, c'est de l'ordre de 10 puissance... non, je vais me tromper dans le chiffre. Donc vous pourrez voir dans mes cours, j'ai donné l'ordre de grandeur, mais le flux d'ATP est extrêmement important. Par micron-cube, c'est de l'ordre de... je ne sais plus, vérifiez dans mes cours. Voilà. En tout cas, c'est un très grand nombre. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'on a donc des voies métaboliques extrêmement complexes, de l'ordre de 10 puissance 4 molécules protéines à tout moment dans une cellule, un grand nombre impliqués dans ces voies métaboliques. Également, les gènes de régulation développementaux, qui sont des réseaux extrêmement compliqués, on les a souvent vus. Et donc, finalement, peut-on comprendre la logique sous-jacente à ces voies, alors qu'on verra aujourd'hui une approche, on en verra une autre la semaine prochaine, et on pourra les comparer. Et puis, enfin, peut-être le degré le plus ultime de la complexité des voies de signalisation dans les cellules, c'est celles qui correspondent en fait aux voies de signalisation dans les cellules maintenant eucaryotes. On n'est plus simplement chez les prokaryotes. On voit ici en périphérie tout un certain nombre de signaux, de facteurs de croissance, comme on les appelle communément, très divers, qui peuvent réguler via des récepteurs de surface toute une batterie de voies intracellulaires qui régulent la signalisation proprement dite, mais également les voies métaboliques, le cycle cellulaire, etc., etc. Donc finalement, la question vraiment légitime de se poser, c'est est-ce que face à cette complexité qui s'est révélée grâce au séquençage de tous les génomes, à la caractérisation biochimique des interactions entre ces protéines, est-ce qu'on est capable de comprendre la logique de ces systèmes? Et la prétention en tout cas, un certain nombre de personnes se sont intéressées à cette question depuis assez longtemps, et je pense qu'on peut aborder cette question. Je voudrais faire référence aux efforts qui ont été fournis par des gens dès la fin des années 90, au moment où le séquençage des génomes, notamment chez la bactérie et la levure, se manifestait, devenait publié. À ce moment-là, il y a eu des efforts de réflexion à ce qui sera appelé plus tard la biologie des systèmes, Systems Biology. J'ai eu la chance, Eric Arsanti n'est pas là aujourd'hui, mais Eric Arsanti avait co-organisé avec Stanislas Leibler et Fotis Kafatos une petite conférence à la Fondation d'Etreuil, où j'ai eu la chance d'être avec deux autres postdocs, tous les autres étaient d'éminents grands chercheurs, et dont le titre était, je ne sais plus ce qu'il était, mais enfin, un des produits de ce colloque, c'était la publication de cet article dans Nature en 1999, From Molecular to Model of Cell Biology. L'enjeu était, en comparant des systèmes comme la levure, ce qui se passe, il y avait Jack Szostak, Lee Hartwell, Andrew Murray, des gens comme ça, de réfléchir en fait aux propriétés émergentes des systèmes à partir de la connaissance de ces composants moléculaires. Et vous voyez le point important ici, c'est cette notion qui aujourd'hui est assez courante, qui est l'idée de module de régulation dans les réseaux que je vous ai présenté dans les diapositives précédentes. Donc qu'est-ce que c'est qu'un module? En fait, c'est la présence d'un grand nombre de molécules qui interagissent les unes avec les autres, mais qui sont caractérisées aussi à des fonctions discrètes. J'entends par fonction quelque chose qui en fait se prête à une caractérisation logique, comme on va le voir aujourd'hui. Ces modules peuvent être reliés justement au regard de leurs fonctions formelles, logiques, l'algorithme finalement sous-jacent aux interactions entre ces molécules, et non pas tant par la conservation des molécules. Il peut y avoir des réseaux qui n'ont rien à voir du point de vue de la composition des molécules, il n'y a même pas de parenté génomique entre ces différents composants, mais que néanmoins ont ce qui a été appelé design principles. Entendons bien qu'on est dans une perspective évolutionniste, il ne s'agit pas de penser qu'il y aurait un démiurge qui construirait quoi que ce soit, mais l'évolution a trouvé des structures avec un design répétitif, en fait, qui renseigne sur en fait, peut-être des contraintes logiques. C'est-à-dire que si on veut faire un filtre, par exemple, on verra des exemples plus tard, eh bien, il n'y a pas 36 000 solutions. Et il y a des solutions extrêmement performantes que l'évolution a trouvées à de multiples reprises. Voilà. Donc, on peut dire ici qu'au moment où ça a été publié, c'était une conjecture
mais on va voir aujourd'hui qu'en fait, les travaux d'un certain nombre de personnes ont pu révéler de façon très claire une logique sous-jacente qui sous-tend l'existence de ces modules de régulation. Alors, dans le contexte de ce que j'avais présenté, le niveau computationnel de David Marr, eh bien, effectivement, ça correspond en fait à certaines fonctions. Par exemple, si l'on veut faire un filtre passe-bande, voilà un problème computationnel, eh bien, il y a des solutions algorithmiques que l'évolution a trouvées, et on va en voir quelques exemples aujourd'hui. Voilà. Donc voilà comment je peux inscrire ce travail dans la perspective générale que j'avais présentée précédemment. Alors, quelques exemples déjà. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que cette approche fondée sur le design ou la logique de système, c'est quelque chose que les gens de l'engineering ont beaucoup utilisé, et à la limite bien avant les biologistes, parce qu'il s'agit de construire des circuits électriques ou des machines mécaniques ou mécano-électriques qui ont en fait des propriétés logiques particulières. Et parmi celles-ci, il y a l'idée de positive feedback qui permet des transitions rapides. Des exemples seraient pendant le cycle cellulaire, la transition G2 mitose ou la sortie de la mitose qui doit se faire de façon assez rapide. Des negative feedback qui permettent des propriétés d'homéostasie du système, de retour à un état d'une norme qui serait inscrite dans le fonctionnement du système et qui reflèterait ses capacités parfois d'adaptation. On en a vu des exemples dont j'avais parlé dans le chimiotactisme des bactéries, comme Escherichia coli, qui permet, alors d'un côté, les questions de mémoire dans le système et donc de chimiotactisme proprement dit, mais également de pouvoir parcourir par cette adaptation un grand répertoire de valeurs différentes de l'activité de l'input qui est le glucose, et donc de pouvoir faire un chimiotactisme sur une très grande plage, qui est vrai de beaucoup de systèmes sensoriels. Donc, negative feedback. Le troisième, c'est ce qu'on appelle coincidence detector. C'est un détecteur de coïncidence, par exemple, de signaux qui sont requis pour une réponse. Et donc, on peut mettre en place un circuit qui est capable de cette propriété de détection simultanée ou coïncidente de différentes molécules. Amplificateurs, qui sont des choses extrêmement importantes. On est souvent dans des conditions où le signal est extrêmement faible, ou par exemple, on parlait du chimiotactisme, une bactérie est capable de détecter en fait, des concentrations extrêmement faibles, ou une cellule de mammifère peut détecter des gradients très faibles en fait, sur la partie antérieure et postérieure de la cellule, sur quelques dizaines de microns. Donc il y a des propriétés ici d'amplification qui existent dans les systèmes. Pensons aussi à l'œil, qui est sans doute un des systèmes qui a une plus grande capacité d'amplification de signal. Et puis, autre exemple, les circuits parallèles qui permettent d'apporter un niveau de redondance qui permet de faire des machines ou des circuits biologiques plus performants. Il y a cette question d'existence de circuits parallèles, en fait, un facteur souvent confondant pour les biologistes parce que lorsqu'ils utilisent leur approche fonctionnelle classique de génétique, ils se retrouvent face à « ah, le système fonctionne, donc la voie que j'ai étudiée n'est pas si importante », ce qui est peut-être en fait une vue un peu courte des choses, parce que si ces systèmes sont redondants, c'est non pas parce que l'un ne sert à rien, mais c'est justement pour apporter une certaine robustesse. Et donc, il s'agit de l'étudier sous un angle fonctionnel plus fin que celui qui était parfois utilisé dans les approches génétiques classiques. Le système marche ou ne marche pas. En tout cas, l'organisme est mort ou n'est pas mort. Alors, à partir de cette présentation rapide et du cadre général de David Marr dont j'avais parlé, on s'intéresse véritablement aujourd'hui à identifier en fait, les problèmes fonctionnels particuliers et les solutions algorithmiques au niveau moléculaire. Et on va voir particulièrement aujourd'hui les réseaux de régulation génétique en s'inspirant notamment du travail chez les bactéries, qui est le point de départ des systèmes plus simples où on a pu identifier un certain nombre de propriétés formelles. Alors, j'aimerais tout d'abord introduire, sans décider néanmoins de le développer aujourd'hui, une approche qui a été utilisée par un certain nombre de personnes et qui a, si elle n'a pas été majoritaire, a néanmoins été très importante, et qui est en fait l'utilisation de la logique booléenne pour comprendre la logique des systèmes, des réseaux d'interaction moléculaire. Alors, autant que je sache, la personne qui, dans les questions qui concernaient la biologie, est le premier à utiliser cette approche booléenne, c'est en fait Stuart Kauffman, dans un papier ancien, 1969, dans lequel il s'intéressait en fait à des graphes d'interaction qui sont aléatoires, et dans lesquels il essaie de voir les conditions de stabilité, d'existence de ce qu'on appelle des attracteurs. Et sans rentrer dans les détails, il a formalisé par simplicité ces réseaux d'interaction génétique
en leur assignant une fonction active ou inactive, et donc un état discret qui donc, en fait, se prête à une analyse logique booléenne du système. Bon. Il y a un certain nombre de choses. Le résultat principal de cette étude, c'était de dire que si jamais les entrées d'un gène sont de l'ordre de 2-3 connexions seulement, à ce moment-là, il existe des attracteurs, qui en soi est un résultat important. Voilà. Mais à l'époque, on ne connaissait pas les génomes, etc. Donc il y a plein de choses qui ont été mises à jour depuis. Mais enfin, il y a une certaine postérité dans cette étude pionnière. Une autre nom que je veux citer, c'est René Thomas, en Belgique, à l'Université de Bruxelles, qui a utilisé ce type de formalisme booléen pour étudier maintenant les réseaux de régulation génétique, le cycle cellulaire et d'autres. Et je cite ici un article en particulier qui a été important. Et puis, il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il a la grippe, m'a-t-il dit, mais il était là la semaine dernière. Mais Denis Thieffry, qui est à l'ENS à Paris, et qui a fait, je crois, sa thèse avec René Thomas, en fait, est l'une des personnes qui a aussi beaucoup utilisé cette approche booléenne pour étudier le cycle cellulaire, mais également des réseaux de régulation génétique au cours du développement. Et je cite en particulier cet article de 2002 dans lequel Denis Thieffry et Lucas Sanchez avaient étudié, regardez le titre de l'article, « A Logical Analysis of the Drosophila Gap Gene System ». Alors prétendre déjà caractériser la logique de ces systèmes, ce n'était pas quelque chose, même il y a 20 ans, qui était si courant. On parlait plutôt de la complexité de ces réseaux, on voyait les différentes couches, etc. Mais là, il y avait un effort pour essayer de caractériser la logique de ces systèmes. Voilà. Donc je voulais au moins mentionner cette approche, mais j'ai décidé de ne pas la développer parce que je ne peux pas tout faire. Et je voulais focaliser sur un autre type d'approche qui a été développé plus tard, qui s'est beaucoup inspiré de l'engineering, et qui, à mon avis, est extrêmement féconde. Alors cette approche, c'est ce qui est maintenant caractérisé sous le nom de motifs de réseau, network motifs, et qui a émergé lorsque Uri Alon était postdoc chez Stan Leibler, et qui s'est véritablement déployé dès lors qu'il a commencé son équipe au Weizmann Institute dans le début des années 2000, en 2000 je crois, et en particulier par la collaboration avec Ron Milo. Donc on voit ici des photos plus contemporaines, mais c'est toute une série d'articles qui ont été publiés au tout début des années 2000, voire fin 90, fin des années 90. Et un premier livre a été édité dans les années 2004-2005, qui a été réédité avec des mises à jour en 2022. J'encourage tous ceux qui sont intéressés d'aller regarder ce livre. Je ne vais pas pouvoir parler de tout ce qu'il y a dans le livre, il y a plein de choses extrêmement intéressantes, mais en tout cas, je vais, à la lumière de ce cours de cette année, je pensais que c'était indispensable de pouvoir rentrer dans la philosophie de leur approche et d'illustrer en fait comment on peut caractériser la logique algorithmique des réseaux de régulation génétique. Voilà. Donc voilà ce que nous allons faire maintenant. Alors, les réseaux, ces motifs de réseau, on peut déjà les voir se manifester lorsqu'on étudie des réseaux biologiques et qu'on les compare à des réseaux aléatoires. Alors, prenons un exemple simple. On peut voir que, comme on va le voir, la probabilité de voir apparaître des positive feedback, des boucles de rétroaction positive dans les réseaux biologiques, est beaucoup plus abondante qu'on ne s'y attendrait si les réseaux étaient aléatoires. Alors on dit, là l'évolution c'est du tinkering, effectivement, c'est une recherche aléatoire, mais il y a un filtre très important qui est la sélection naturelle, et qui donc voit émerger des structures organisées qui ne sont pas du tout aléatoires in fine. Alors, si on en considère donc un réseau ayant n nœuds avec un nombre A de flèches, comme on peut le voir ici, ces flèches elles sont distribuées oscillatoires, donc on a n nœuds et A flèches. On peut calculer déjà la probabilité qu'une flèche soit, parce qu'il s'agit d'une auto-activation, comme on peut le voir ici par cette flèche, et bien cette probabilité, ça va être évidemment 1 sur n. Et si on a A flèche, et bien donc le nombre moyen de boucles d'autorégulation, ça va être A sur n. Et donc, si on calcule aussi la variation standard de cette valeur, ça va être la racine carrée de A sur n. Donc, comparons maintenant ces prédictions aux observations. Alors déjà, bon, ce n'est pas un calcul, ce n'est pas une donnée expérimentale, mais vous voyez déjà apparaître ici que si on prend un véritable réseau, le nombre de boucles de rétroaction est plus important que ce que l'on a dans un réseau dit aléatoire. Alors, regardons les données. On peut prendre le réseau de régulation génétique de Escherichia coli. Il n'est pas complet, mais il est quand même assez mis à jour.
C'est extrait d'un autre livre que je recommande à votre lecture sur l'approche système, qui est le livre de Marcus Covert, qui est à Stanford, et qui est un livre de système biologie aussi remarquable, qui est aussi d'ailleurs un chapitre sur les réseaux booléens. Donc si on regarde ce réseau, on peut voir en rouge les facteurs qui sont l'objet d'une autorégulation. D'accord ? On a à peu près n nœuds, 400 nœuds, 500 flèches d'activation. Donc on peut faire les calculs ci-dessus. On devrait avoir un nombre moyen d'activation de 1,2. Or, on observe dans le réseau qu'il y a 44 boucles d'auto-activation. Donc c'est 40 fois la variation standard calculée sur ce réseau. Donc on est quelque chose d'extrêmement significatif. C'est-à-dire que l'évolution a donc sélectionné des boucles de rétroaction de façon beaucoup plus fréquente qu'on ne s'y attendrait si c'était le fruit, si c'était dans un réseau aléatoire. Alors voyons maintenant, de façon plus concrète, la logique sous-jacente de systèmes sensoriels en se focalisant principalement sur les réseaux de régulation génétique de bactéries. On va commencer par des réseaux à 1 ou 2 nœuds, puis progresser en complexité 3 nœuds, puis un plus grand nombre. Mais à chaque fois, on aura le souci de mettre en évidence la logique formelle de ces systèmes, certaines fonctions émergentes étant caractérisées ici en rouge pour les faire ressortir. Donc rentrons, et après j'aborderai donc les questions de réseau au cours du développement d'eucaryotes, comme nous, pour voir comment un type de réseau nouveau émerge dès lors qu'on s'inscrit dans les systèmes développementaux, et j'essaie d'expliquer pourquoi en fait d'autres types de problèmes se posent lorsque l'on s'intéresse aux questions de développement. Alors, commençons par des motifs très simples. Les motifs les plus simples, c'est le motif d'activation simple. Et on verra pourquoi, par exemple, le motif d'autorégulation négative est si abondant. En fait, il est extrêmement abondant, encore plus même que d'autorégulation positive. C'est assez paradoxal, parce qu'on se dit, mais pourquoi inhiber tout de suite le produit X ? Alors, commençons par l'activation simple de X par Y. Alors, X, ça peut être par exemple un activateur de la transcription, un facteur de transcription qui reconnaît une séquence de liaison à un promoteur, qui va réguler la transcription d'un gène Y, on voit ici le transcrit et la protéine, et X peut faire l'objet d'une régulation, d'une activation, par une molécule SX, un signal, qui peut être un signal interne à la cellule métabolique, qui lui-même est activé par des signaux extérieurs à la cellule. Peu importe les détails. Donc ici, on a un exemple d'activation simple de Y qui peut être une enzyme par X modulo un signal d'activation SX. Donc on peut représenter la production Y, la concentration de Y, comme étant dépendant de X activé, X étoile, en considérant en fait une fonction de Hill dans laquelle on va avoir déjà bêta qui va être la force maximale du promoteur d'activation de Y, donc une propriété intrinsèque du promoteur ici, et de la polymérase qui s'y lie, donc les propriétés essentielles du système de transcription, donc bêta. Et puis ici, donc, on est dans un système d'activation de X étoiles, dans lequel on va considérer alors, le coefficient d'activation K, qui a une unité de concentration et qui correspond en fait à la concentration, à la production, à 50% de la production de Y. Donc on va voir que c'est un paramètre extrêmement important pour comprendre la logique de ces systèmes, ainsi que N, qui est donc le coefficient de Hill, qui permet de rendre compte des effets coopératifs dans la régulation transcriptionnelle, qui sont extrêmement fréquents et qui en fait permettent de voir apparaître cette non-linéarité. On voit ici cette courbe. Donc si l'on a donc ici dans cette représentation en graphe très simple, on voit ici la concentration K du substrat X ou de l'activateur X correspond à la moitié de l'activation maximale bêta, donc bêta sur 2, et avec des coefficients de Hill de plus en plus grands, une courbe de plus en plus non linéaire, et avec sa forme extrême, une forme step function, qui permettra parfois de faire des estimations du comportement du système sans avoir à résoudre les équations dans le détail. Alors, dans le cas donc, de l'activation de X pour Y, il faut aller un peu plus loin et considérer au-delà de l'activation donc bêta de Y par X, considérer également alpha, qui est donc un processus qui va être sa dégradation, la dégradation de Y,
mais également un facteur de dilution lié à la croissance de la cellule. S'il y a une certaine quantité de protéines et que la cellule croît, alors chez les bactéries, la croissance est assez rapide finalement. Dans les bonnes conditions, une bactérie comme coli peut doubler son volume en une vingtaine de minutes. Plus communément, ça va être 1 heure ou quelques heures si les conditions nutritives sont plus lentes. Donc alpha, ça a la dimension de temps moins 1, et on va voir en fait que chez les bactéries, les protéines sont beaucoup plus stables que n'est le temps caractéristique de croissance et donc de dilution de la molécule. Donc ça, c'est un facteur qui est important. Donc à l'équilibre, à l'état stationnaire, plutôt la concentration Y du produit va être simplement le ratio entre bêta et alpha. Donc des propriétés intrinsèques du promoteur de l'activation du gène, et puis de alpha qui est la conjugaison de la dégradation intrinsèque de Y ainsi que de la croissance. Et donc la solution, c'est cette forme exponentielle dont on voit ici le profil. Alors le point important, c'est que l'on peut déjà mesurer quelque chose de très utile, qui est le temps caractéristique, c'est-à-dire le temps qu'il faut pour atteindre la moitié de la valeur à l'état stationnaire. Donc ce temps t1,5 a simplement la forme log2 sur alpha, que l'on obtient directement à partir de cette équation-là. Et le point qui est important, c'est que les protéines de coli sont très stables. En fait, c'est plusieurs heures de stabilité, 1 heure ou plus. Et donc, par rapport au temps de division qui est plus court, on se retrouve très souvent dans des conditions limitantes où, en fait, ce qui définit le temps caractéristique de production d'une molécule, finalement, c'est la croissance de la bactérie. Et donc, si jamais le temps de croissance de la bactérie est sujet, très dépendant des conditions environnementales, et on va voir quelles le sont, à ce moment-là, le temps caractéristique de la réponse à la production d'une enzyme est très fluctuant. Et donc, c'est-à-dire qu'on est dans une situation, a priori, où on voit que produire une enzyme dans une activation simple, ça va être extrêmement sensible aux conditions de l'environnement. Est-ce qu'il y a beaucoup d'acides aminés, etc., etc., qui n'est pas une situation hyper performante. Donc, on va voir pourquoi d'autres solutions ont été inventées. Et en particulier, la boucle de rétroaction négative représentée par ici. Alors, j'ai dit que tout à l'heure, je parlais de boucle de rétroaction, je n'ai pas donné le signe, est-ce que c'est plus ou moins. Il y en a beaucoup. En fait, il y en a surtout beaucoup qui sont des rétroactions négatives, que je représenterai souvent par l'acronyme NAR, Negative Autoregulation. Le point ici, c'est que vous voyez, elles sont distribuées dans des fonctions extrêmement diverses, du métabolisme. Alors, le métabolisme des acides aminés, on voit ici arginine, cystéine, etc. Donc vous voyez plein d'exemples, glutamine. Donc il y a beaucoup de choses qui concernent le métabolisme des acides aminés, mais également, donc entendons par là la synthèse des acides aminés nécessaire aussi à la croissance, donc c'est très important. Également les riboses, et donc tout ce qui concerne les nucléotides, extrêmement important, et d'autres voies métaboliques diverses. Donc on a dans ces systèmes, alors comprenons qu'est-ce que j'entends par negative autoregulation. Dans le cas d'une transcription, d'une régulation transcriptionnelle, on est vraiment dans l'héritage de Jacob et Monod, la découverte de la régulation formelle de systèmes de réseau génétique, de la transcription chez coli. On voit ici que le produit peut en fait directement se lier, donc si c'est un facteur de transcription, il peut directement se lier sur son propre promoteur et inhiber la synthèse, ou alors, si c'est une enzyme, elle peut s'associer à un facteur de transcription, une polymérase, qui pourrait elle-même avoir un effet négatif sur la transcription. Donc c'est un effet assez direct. Alors on va voir que cette boucle d'autorégulation négative elle a deux fonctions principales remarquables. La première, c'est qu'elle augmente le temps de réponse du système, elle le réduit plutôt, donc il y a une accélération de processus de synthèse. Et deuxièmement, elle a une grande propriété, c'est qu'elle permet de conférer une robustesse à l'activité du promoteur, au taux de dégradation, et on verra ultimement en fait, de conditions de l'environnement. Donc c'est ces deux propriétés importantes qu'on va voir l'une après l'autre. Alors en fait, on peut se dire, mais pourquoi avoir en fait, sur un système de synthèse, mettre une rétroaction négative? Ça paraît assez paradoxal, mais en fait, ce qui est important de voir, c'est que, comme on le voyait déjà dans la description précédente avec bêta, c'est qu'il y a une activité de promoteur constitutive, bêta, auquel on ajoute ou non une rétroaction négative. Donc c'est comme, j'allais dire, de façon assez triviale dans une voiture, si jamais on avait 0 frein sur un vélo ou une voiture, on voit bien que pour atteindre une vitesse ou une distance particulière, on irait très gentiment sur l'accélérateur parce qu'on ne peut pas freiner. Et donc le système serait soumis en fait, à une accélération extrêmement lente pour pouvoir arriver à cette vitesse limite.
Si en revanche on a un frein efficace, on peut accélérer extrêmement rapidement et après utiliser une rétroaction négative pour limiter le système et arriver à la valeur cible que l'on veut. Et c'est exactement ce qui se passe dans un réseau de régulation génétique, c'est qu'on va utiliser en fait une activité endogène qu'on peut réguler à façon, bêta, et on va utiliser une rétroaction négative pour arriver à la valeur cible en un temps qui sera plus court. Alors regardons justement maintenant, dans ce réseau de rétroaction négative, on a la production de x, dx sur dt, qui dépend d'une fonction f non linéaire, qui reflète les effets coopératifs, de façon générique d'activation de x, ainsi qu'une dégradation et dilution, c'est-à-dire quelque chose qui va réduire la concentration de x. K ici, encore une fois, étant le seuil d'activation du promoteur qui correspond à la moitié de l'activation du produit. Alors on peut faire une approximation simple, très utile, une approximation logique dans laquelle on dit quand x est petit devant k, d'accord, au début de la synthèse, eh bien en fait, on va simplement dire que f de x, ça va être, à partir de cette forme-là, on va voir, ça va être simplement bêta, d'accord. Et donc, on a simplifié l'équation, la dynamique la caractérisation de la dynamique de x dans ces conditions où x est petit devant k. Et en particulier, au tout début, la dilution, la croissance, en fait, est très lente et très faible. Donc, en fait, alpha x est très petit devant bêta. Donc, on peut encore simplifier en disant que finalement, x de t, ça va être bêta t. Et donc, on peut faire une approximation linéaire, en fait, de la synthèse de x jusqu'à la valeur k. Et quand on arrive à la valeur k, on dit finalement la synthèse s'arrête, et donc le système reste à l'état d'une concentration k, qui est la valeur à l'état stationnaire du système. Et donc ceci va dépendre en fait de la valeur. Ce qui est important, c'est que le steady state, donc l'état stationnaire du système, est typiquement réglé par un paramètre qui est en fait le coefficient de répression, c'est-à-dire la propriété du promoteur qui confère la moitié de la production de x. Et donc c'est une propriété simple, une variable qui peut être réglée au cours de l'évolution, qui fixe en fait l'état stationnaire du système. Alors qu'avant, on avait bêta sur alpha pour l'état stationnaire. Et donc on peut calculer à partir de ça le temps caractéristique de synthèse pour arriver à l'état stationnaire, c'est-à-dire T1,5 qui correspond ici à K sur 2 bêta, à partir d'ici. Et donc, on peut comparer maintenant le temps caractéristique dans un système soumis à l'autorégulation négative et un système de régulation simple, comme on l'a vu avant. Et en fixant comme l'état stationnaire la valeur K, ici, on a le cas de la synthèse avec autorégulation négative, et ici, le cas de la synthèse simple, avec l'état stationnaire K qui est égal à bêta sur alpha, simple. Eh bien, on voit ici que le ratio entre ces deux temps caractéristiques, c'est 1 sur 2 log 2, et surtout bêta simple sur bêta. Et en fait, bêta simple sur bêta, ça correspond en fait aux promoteurs, aux forces des promoteurs, qui permettent la synthèse dans un cas et dans l'autre. Et on voit bien que, typiquement, dans le cas d'une régulation 5 bêta, typiquement petit, d'accord, pour ne pas faire d'overshoot, alors qu'avec bêta, dans le cas d'une autorégulation négative, on peut se permettre un overshoot. On va voir d'ailleurs dans les données expérimentales que le système peut même osciller. Le système, en fait, on va mettre un grand coup d'accélérateur et la régulation négative va permettre d'arriver à cet état stationnaire K. Alors voyons, ça c'est une étude simple. Là, c'était dans une approximation du système, on peut le résoudre de façon beaucoup plus fine, évidemment. Le point, c'est que si l'on regarde des données expérimentales, donc le système expérimental qui a été étudié dans cet article de Rhiallon en 2007 et ses collègues, l'article est ici, et ici c'est un article de revue. En fait, c'est la synthèse de GFP ou du répresseur TET, en fait, qui est lui-même régulé par la tétracycline, un antibiotique. Donc c'est un système de réponse, d'adaptation, en fait, de résistance aux antibiotiques. Donc c'est un système classique de régulation génétique qui peut être utilisé. Donc là, il a été designé à façon pour pouvoir tester le cas de l'activation simple et le cas de la boucle de rétroaction négative en utilisant ici un inducteur qui est donc la tétracycline qui permet d'activer l'activation simple ou en fait de réguler la boucle de rétroaction négative. Donc en utilisant ces deux systèmes, on peut voir ici au cours des générations cellulaires la représentation de la valeur de x relative à sa valeur à l'état stationnaire, donc on a la valeur 1 maximale. On voit ici les données expérimentales. Alors, dans la régulation simple, on a une évolution
qui suit une forme exponentielle, comme on l'avait vu tout à l'heure, comme le prédit la théorie simple. Et dans le cas de la synthèse avec rétroaction négative, on a un système qui typiquement overshoot un peu. À ce moment-là, la boucle de rétroaction négative rentre en jeu, réduit la synthèse, donc dx sur dt négatif, et puis on arrive un peu en dessous, le système se réadapte en remettant en place la synthèse jusqu'à un état stationnaire, et on peut approximer ça par cette fonction exponentielle, qui est en fait la solution de ce qui a été présenté avant de façon plus exacte. Donc on a ici quelque chose qui manifeste effectivement un temps de réponse pour la rétroaction négative, qui est plus court que un cinquième du temps de division cellulaire que dans le cas de la synthèse simple, qui était typiquement de l'ordre d'un temps caractéristique de la division cellulaire. Donc si jamais c'est d'à peu près de l'ordre de 1 heure, ici c'était 20 minutes, non, un peu moins de 20 minutes, 10-15 minutes. Alors, on peut voir cela d'une façon beaucoup plus manifeste, et qui nous permet de voir aussi la question de la robustesse, en regardant les choses du point de vue des taux. C'est une représentation que l'on va beaucoup utiliser. Quand on a une telle loi d'évolution, on peut représenter les taux de synthèse bêta et de dégradation, dilution, enfin de disparition de X, d'une façon très géométrique, très simple. Ici, on a une synthèse qui est donc fixe, constante, et on a une dégradation qui augmente avec X, donc on a ces deux courbes. Si l'on considère maintenant dx sur dt, ça va être la différence entre cette valeur bêta et alpha x. Et donc on voit bien qu'il y a à l'intersection un état stationnaire, qu'à gauche on va avoir dx sur dt positif, et à droite dx sur dt négatif. Donc on peut prédire l'état, enfin, dans ce cas extrêmement trivial, l'état stationnaire et l'évolution du système à partir de là. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir comparer maintenant le cas où on a une autorégulation négative, c'est-à-dire que f de x est une fonction de Hill qui réprime, donc on va avoir en fait une fonction non linéaire qui aura cette forme-là, et on va directement, en comparant les deux représentations, que la voie d'approche, la vitesse à laquelle on s'approche du point stationnaire, elle va être beaucoup plus grande, donc beaucoup plus rapide. Dans le cas de l'autorégulation négative, cette valeur-là est plus grande que celle-ci, et inversement lorsque l'on est à droite. Donc, ce qui permet de façon très rapide de voir aussi de façon assez intuitive, assez pédagogique, l'effet en fait, d'accélération pour atteindre l'état stationnaire lorsqu'on est dans une situation d'autorégulation négative, ici. Alors, cette représentation nous permet aussi de voir l'effet de robustesse, qui est une autre des propriétés importantes de l'autorégulation négative. Cet effet, il faut d'abord considérer certaines propriétés. Dans le cas de la régulation simple, il y a une très grande sensibilité en fait, à la force du promoteur, hein, bêta, dans notre paramétrisation, parce que l'état stationnaire est défini comme la valeur de bêta sur alpha, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, en plus, je vous montrerai les datas dans la diapositive suivante. Les activités métaboliques chez Escherichia coli ont un très fort impact sur des choses comme l'activité du promoteur bêta. Dans le cas de l'autorégulation négative, la valeur de l'état stationnaire est définie simplement par K, donc le coefficient d'activation ou de répression en l'occurrence, c'est-à-dire quelque chose qui est directement lié à la force de liaison de X à son promoteur et l'interaction avec le complexe de polymérase. Et K est en revanche beaucoup plus robuste par rapport aux variations de l'environnement, à la vitesse de croissance, etc. Alors, à partir de là, et en utilisant cette représentation, on regarde les taux de variation, donc le taux de synthèse et de dégradation, dilution, on peut voir qu'en fonction des conditions de l'environnement, on va avoir, dans ce cas-là, une grande sensibilité. Parce que si jamais alpha est plus grand, bah, vous voyez qu'on va se décaler ici à gauche et ici à droite, alors que lorsque l'on a une répression non linéaire ici, en fonction du degré de non-linéarité, en fait, en particulier de la répression, donc f de x, on va avoir un effet beaucoup plus minime sur le temps pour atteindre l'état stationnaire, suivant les variations de alpha, qui est donc le taux de dégradation, et donc de croissance aussi. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, alpha, principalement, ce n'est pas la dégradation, ça va être le taux de croissance de la cellule, lui-même qui est un paramètre qui dépend des conditions de l'environnement. Donc en fait, on va avoir une beaucoup plus grande robustesse du système dans le cas d'une boucle de rétroaction négative au taux de croissance et donc aux conditions de l'environnement.
qui évidemment est une propriété importante, qui sans doute explique une des raisons pour laquelle cette boucle de rétroaction négative est si dominante, si présente, si prévalente chez la bactérie. Alors là, il y a des expériences du laboratoire de Terry Hua qui avaient montré qu'effectivement, fort de ces études théoriques simples, il était important de voir si effectivement quels paramètres de régulation, de transcription, de traduction et autres dans la cellule étaient sensibles aux conditions de l'environnement. Donc là, en utilisant différentes conditions de nutriments et de température, on sait que la bactérie peut varier entre 20 minutes et quelques heures de taux de croissance, hein, enfin de temps de doublement cellulaire. Et on voit que les paramètres, j'ai souligné en jaune, les paramètres qui en particulier montrent une sensibilité au taux de croissance, hein, qui directement est une mesure de la quantité de nutriments dans l'environnement. Et ben on voit le taux de transcription, alors alpha M, ce n'est pas le même alpha dont je parlais tout à l'heure, hein, mais le taux de transcription varie, donc finalement des paramètres comme bêta va être directement influencé par ça également. La dilution de la protéine, hein, liée simplement à la croissance et au fait que la synthèse protéique ne suit pas en fait n'est pas suivi de façon linéaire avec le taux de croissance, ou alors ici, le nombre d'ARN messagers par cellule, qui, vous voyez, n'est pas constant, etc. Donc il y a une certaine sensibilité aux conditions de l'environnement, au taux de croissance, et donc à partir de là, ils ont fait des expériences simples où, en utilisant par comparaison un système de régulation simple avec le répresseur tête de l'ACZ, ou dans le cas d'une régulation par rétroaction négative, on peut voir ici que donc, la synthèse de l'ACZ est très robuste dans le cas d'une rétroaction négative en bleu en fonction du taux de croissance qui varie ici, alors que dans le cas de la régulation simple, on voit en fait que lorsque le taux de croissance est plus important, la synthèse en fait est baissée. Donc il y a une très grande sensibilité. Donc ce n'est pas simplement des calculs théoriques, c'est vraiment quelque chose qui se vérifie expérimentalement. Donc là, il y a vraiment véritablement un insight, quelque chose qui est très simple, mais qui permet de comprendre en fait comment, si l'on veut être robuste aux conditions nutritives de l'environnement et quand on est une bactérie, à ce moment-là, une solution logique simple, donc ça c'est un niveau computationnel, comment être robuste aux conditions nutritives de l'environnement, solution algorithmique, très simple, mettre en place une rétroaction négative. Voilà. Donc c'est une très bonne illustration de ce que je disais. Voilà, si on considère le niveau computationnel, le niveau algorithmique, on a une solution, elle a été trouvée maintes fois, et ce n'est pas en raison de la conservation de la propriété d'une molécule, ça a été découvert plein de fois chez les bactéries, et également, évidemment, chez les mammifères. Il y en a aussi d'autres exemples. Donc c'est une très très bonne illustration de ce que je dis depuis le début de ce cours, j'entends depuis le premier cours. Alors je mentionne également le fait qu'il existe également des boucles de rétroaction positive. Je les mentionne ici pour mettre en avant surtout son comportement qualitatif, mais on y reviendra plutôt dans la régulation des mammifères, parce que c'est plutôt chez les mammifères qu'on trouve ce genre de régulation, dans le contexte développemental, et donc j'aborderai ça en fin de cours. Mais cette autorégulation positive, qui de prime abord me semble la façon la plus simple d'accélérer la production, mais quand on y réfléchit bien, non, parce que s'il n'y a pas de rétroaction négative, le système peut faire un overshoot, on ne va pas arriver à atteindre la valeur cible rapidement. Donc on va plutôt utiliser cette autorégulation positive dans les cas de cinétique beaucoup plus lente, qui offre certains avantages, comme le filtrage du bruit, etc., etc. Et donc beaucoup plus importante chez les eucaryotes que chez les prokaryotes. Alors voilà qui conclut la présentation, aussi une certaine approche pour la question de la logique des réseaux à 1 ou 2 nœuds. Mais maintenant, il y a des réseaux extrêmement intéressants à 3 nœuds, et il va falloir en parler parce qu'eux, ils ont vraiment une prévalence très grande dans les systèmes de régulation génétique, et on va voir leur fonction. Pourquoi ? Finalement, je voudrais dire une petite aparté. Généralement, en biologie, on part de fonctions essentielles comme le cycle cellulaire, la motilité ou le trafic vésiculaire, et on cherche des gènes qui sont importants. Le travail de Lee Hartwell, Paul Nurse, ces gens comme ça, ont utilisé la progénétique pour identifier les gènes du cycle cellulaire. Et on trouve des choses, et après on peut essayer de comprendre petit à petit leur logique. Mais une autre façon, ça serait de partir. Si on avait demandé à des ingénieurs quelle peut être la logique, un autre type de fonction, par exemple d'avoir une sensibilité aux conditions de l'environnement, qui n'a jamais été véritablement une question qui a été posée par des biologistes, et bien à ce moment-là, en demandant à des ingénieurs, peut-être que très tôt, ils auraient dit, voilà, ce qu'il nous faut, c'est un système d'autorégulation négative. Donc finalement, le type de question que l'on pose
et le type d'approche, on peut avoir des réponses d'un ordre différent. Voilà. Donc ici, la question, c'est si on veut faire un détecteur de persistance d'un signal, quelque chose qui permet de faire un filtre, comment s'y prend-on? C'est typiquement pas le genre de question qu'un biologiste se pose, mais néanmoins, c'est quelque chose qui peut se découvrir a posteriori. Alors, considérons maintenant les réseaux à 3 nœuds. Alors, il y en a 13 possibles qui sont listés ici, dans lesquels on voit... Alors ici, je ne distingue pas flèche positive, flèche négative. Hein. Il y en a 13 en considérant uniquement des flèches d'activation positive. On verra qu'il y en a beaucoup plus, évidemment, si on commence à distinguer les activations et les répressions. On pourrait se dire qu'a priori, bon, ça fait beaucoup d'interactions, beaucoup de choses existent dans la nature. En réalité, parmi ces 13, il y en a 2 déjà qui ont a priori une fonction évidente. Hein. On les retrouve dans les circuits électriques, par exemple, c'est les feed-forward loop, FFL, et les feedback loop, FBL. Et on va voir en fait que leur représentation est très différente, et c'est celle-ci principalement qui existe, en particulier FFL. Alors, reprenant l'approche que j'avais présentée tout à l'heure, de voir des réseaux aléatoires, où on va voir une connectivité moyenne lambda. Cette connectivité moyenne lambda, on l'a vu tout à l'heure, c'est A, le nombre de flèches, sur N, le nombre de nœuds. Et puisqu'on a ici 3 flèches dans ces réseaux-là, le nombre moyen le nombre moyen, c'est lambda au cube. Donc si l'on prend un réseau qui va avoir une connectivité moyenne de 500 sur 400, c'était le réseau génétique de Escherichia coli dont je parlais tout à l'heure, hein, 500 flèches et 400 nœuds, on a une connectivité moyenne de 1,2, et donc on devrait avoir un nombre moyen de FFL de 1,7. Or, si l'on regarde ici un réseau chez E. coli, on voit en noir, en fait, les nœuds qui sont impliqués dans les réseaux FFL, et en prenant la même connectivité 1,2. Or, on trouve qu'il y en a 42, d'accord, FFL, alors qu'on devrait avoir un nombre moyen de 1,7. Et 0 feedback loop, qui est une surprise, parce que moi, je me serais attendu s'il y en a beaucoup plus, mais il n'y en a pas. D'accord ? En tout cas, qui ont cette forme-là, hein, de 3 flèches. Alors maintenant, on va regarder plus en détail quelles sont les propriétés de ces FFL pour qu'ils soient si abondamment représentés dans ces réseaux. Alors là, on va rentrer dans maintenant plus le détail, c'est que ces flèches peuvent être activatrices ou répressives. Et donc, on peut avoir maintenant des sous-graphes qu'on peut représenter, dans lesquels on va avoir des branches d'activation qui peuvent être synergiques ou cohérentes ou incohérentes. Donc, il y en a 8 qu'on peut dénombrer de façon assez simple, 4 qui correspondent en fait aux sous-graphes cohérents, dans lesquels les FFL sont cohérentes, parce que si X active Z, il y a aussi une activation via Y. D'accord ? Alors ici, c'est une répression, mais là, on a un nombre impair d'activation répression, à ce moment-là, ça correspond à une répression. Donc répression, 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 activation, et répression, répression série qui revient à une activation. Donc là, on est bien dans un système de cohérence, et si d'incohérence, parce qu'on va avoir d'un côté une branche qui est active, et de l'autre, une branche qui est inactive, via l'intermédiaire Y, répression, activation, répression, activation, et activation, répression. Donc, on a ces différents cas a priori possibles, mais là encore, lorsque l'on regarde l'abondance ces différents réseaux dans Escherichia coli et la levure, donc en bleu vous avez coli et en rouge vous avez la levure, et ben on voit bien qu'il y a une surreprésentation très nette, d'accord, des FFL cohérentes dans les 2 cas, bactéries comme levure, donc organismes quand même très différents, et une surreprésentation très importante des boucles incohérentes. Alors je ne vais parler aujourd'hui que de ces FFL et des cohérentes FFL et des incohérentes, parce qu'elles ont des fonctions différentes, et voilà ce que je vais faire maintenant. Alors commençons par les FFL qui sont cohérentes. Alors en plus, on l'appelle cohérente de type 1, donc je vais les appeler C1 FFL, c'est une nomenclature qui a été présentée par Alon et Milo. J'aime pas trop les acronymes, mais en l'occurrence, il n'y a pas tellement de choix. Alors, on peut se représenter ça d'une façon très formelle en se disant, voilà, X va activer Y, et X peut agir directement pour activer Z. Et on va considérer ici une porte logique qui va être AND, pour commencer, c'est-à-dire un effet additif. Ces portes logiques, elles disent quelque chose, en fait, des propriétés de régulation génétique
du gène Z, où est-il ici, qui va intégrer des inputs de Y et des inputs de X. Et donc, la propriété AND, elle vient en fait des propriétés moléculaires d'interaction entre ces facteurs de transcription et le complexe de polymérase qui intègre ces signaux. Dans d'autres cas, on aura une porte OR et qui aura des propriétés différentes, quand bien même on sera dans le même type de sous-graphe. Alors, dans une représentation moléculaire un peu plus précise, on voit exactement ce que j'entends par là. On a des signaux SX ou SY qui activent X, qui se lient au promoteur et qui activent la transcription de ces gènes. Alors le point important, c'est que Z va être transcrit si donc X et Y sont présents, et au-delà de leur seuil d'activation respectif, K, que l'on va devoir paramétrer KXZ et KYZ. Souvenez-vous, K, c'est donc cette coefficient d'activation qui correspond à la moitié de la synthèse du produit. Alors si on reprend maintenant du coup loi d'évolution de l'activation de Y et de Z, alors on pourrait se représenter par une fonction non linéaire, une fonction de Hill, mais encore une fois pour simplifier, on va dire que ça va être une fonction step dans laquelle pour Sx et donc pour X également, X aura la même forme, et donc on va avoir bêta Y dès lors qu'on est au-dessus du seuil d'activation KXY, moins ici les facteurs de disparition liés à la dégradation et la dilution. De même pour Z, mais maintenant on intègre les valeurs respectives de X par rapport au coefficient d'activation XZ et K et YZ, parce qu'on est dans une porte AND. D'accord ? Donc à partir de là, étudions un peu ce qui se passe au niveau de ce système. En fait, Y est soumis à une activation simple. Une activation simple, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que Y, sa loi d'évolution, ça va être avoir cette forme exponentielle-là. Mais le point important, c'est que dès lors que Y passe le seuil coefficient d'activation KYZ, à ce moment-là, la porte AND Z, pour l'activation de Z, va pouvoir commencer à synthétiser, c'est-à-dire que là, on va avoir, là, elle devient positif, et donc on va avoir bêta Z moins alpha Z. Donc à ce moment-là, le système Z va être soumis à une activation simple. Donc le point important, c'est qu'il y a un délai pour l'activation de Z qui correspond au temps caractéristique pour que Y passe son coefficient d'activation, K. D'accord ? Donc là, les propriétés, ce qui va définir ce temps, c'est quelque chose, donc on peut le calculer, ce temps. Ici, on reprend finalement la loi d'évolution de Y, ici, en disant que ce qui nous intéresse, c'est quand elle atteint KYZ, le seuil d'activation. Et à ce moment-là, T on, c'est égal à 1 sur alpha Y log, mais le point important, c'est qu'est-ce qui apparaît ? C'est que alpha Y et le coefficient d'activation KYZ sont les deux paramètres qui permettent de faire évoluer T on. Donc, dans une perspective évolutive, où alpha Y et KYZ peuvent évoluer au gré des mutations, des propriétés du promoteur, des propriétés de croissance de la cellule ou de stabilité des protéines, à ce moment-là, on voit que le temps caractéristique de synthèse, le délai du système, en fait, augmente. Et donc, l'évolution peut explorer ces différents paramètres. Alors, si l'évolution, donc l'activation répond, en fait, connaît un délai qui dépend de ces propriétés-là, en revanche, lors de l'inactivation en fait, de ce système, SX, alors que SX disparaît, à ce moment-là, comme c'est une porte AND, il suffit que l'un des deux signaux disparaisse et l'ensemble du système collapse. Donc la disparition de Y est synchrone avec la disparition de Z dans ce système. Alors, ces propriétés que je viens d'énoncer ont une conséquence importante en termes de détection en fait, de fluctuations dans l'environnement et de filtres. Pourquoi ? Si jamais on a, faisons l'hypothèse d'une activation de X qui est transitoire de quelques minutes, distinguant d'une activation beaucoup plus longue de quelques dizaines de minutes. Ici, en fait, on va avoir une synthèse de Y temporaire, mais si elle ne passe pas le seuil d'activation KYZ, à ce moment-là, Z ne sera pas induit parce que c'est une porte AND. Et donc le système Z, ce qui nous importe, la synthèse d'une enzyme, par exemple, ne va pas être activée. Donc on a un filtre durée qui en fait compare la durée du stimulus, les fluctuations, au temps caractéristique, au délai nécessaire pour l'activation de Z. Et donc c'est en ce sens que la porte, donc le circuit C1 FFL, cohérente, est un filtre asymétrique, c'est parce qu'en fait il filtre en fait, les inputs qui sont trop variables. Et je parlais tout à l'heure de représentation de l'environnement dans un réseau, là aussi on en a une très bonne illustration.
la bactérie a appris au cours de l'évolution les fluctuations caractéristiques de son environnement, un stimulus qui doit en fait solliciter la modification, la synthèse de certaines enzymes pour répondre à un autre sucre ou un autre acide aminé, mais pas à d'autres. Et donc les patterns, les motifs, la structure de ces fluctuations et quelque part a été internalisé dans le réseau d'activation génétique pour ne pas permettre qu'il y ait des activations spurieuses, c'est-à-dire inutiles, et en revanche de pouvoir y répondre dès lors que la synthèse est persistante pendant une durée suffisante. Donc là, on a un bon exemple de comment la structure de l'environnement est internalisée dans la structure du réseau. Cette porte AND, dans une feed-forward loop cohérente, porte en elle, et ça dépend des paramètres intrinsèques, c'est-à-dire en particulier le T-on, qui dépend, enfin le KYZ plus exactement, en fait, qui définit le délai de réponse. Alors, voyons en fait maintenant des données expérimentales qui permettent de tester ce comportement que j'ai présenté. On peut prendre le système arabinose, qui est un sucre qui, d'un point de vue énergétique, est moins favorable que le glucose, mais que la bactérie va devoir métaboliser dans des conditions où il n'y aurait plus de glucose et il y aurait de l'arabinose. Donc ici, l'absence de glucose est détectée par la présence d'AMP cyclique. Je ne rentre pas dans les détails, mais l'absence de glucose conduit à une présence d'AMP cyclique. Ça va être notre signal X qui va activer cette molécule, CRP. Et de l'autre, la présence d'arabinose va être le signal Y qui va activer cette molécule RAC. Et dans une porte logique AND, la présence d'AMP cyclique et d'arabinose, qui correspond à l'absence de glucose et la présence d'arabinose, va permettre au système, dans certaines conditions, d'activer les enzymes pour le métabolisme de l'arabinose et obtenir des ressources énergétiques. Et donc ça, c'est le réseau FFL-C1, et on peut avoir un réseau contrôle dans lequel ces deux activations sont découplées l'une de l'autre. Il n'y a plus cette flèche qui relie les deux branches du système. Et dans ce cas-là, on va être dans une synthèse simple. Alors, on peut voir ici les données expérimentales qui montrent que dans la synthèse Z de l'enzyme connaît un délai dans le cas de l'activation FFL, ici en rouge, par rapport à l'activation simple en bleu, qui est quasi immédiate. En revanche, lorsque l'on fait disparaître les signaux SX, à ce moment-là, le système décroît de façon tout à fait identique dans les deux cas, synchrone, parce qu'on est dans une porte AND. Alors vous voyez ici le temps, le délai de réponse est de l'ordre d'une vingtaine de minutes. Il n'y a pas de délai pour l'autre étape. Alors maintenant, on peut considérer une petite variation sur ce thème, considérant maintenant une porte OR. C'est-à-dire que c'est ou un signal ou l'autre qui est important pour la synthèse de l'enzyme. En fait, ici, on inverse en fait, l'asymétrie du filtre. C'est-à-dire que l'activation va être synchrone dès qu'il y a un des deux signaux, c'est suffisant pour l'induire. Donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un quelconque délai dans l'activation dès lors que l'on avec la step function de x, d'accord. En revanche, si jamais on fait disparaître le signal SX, d'accord. Alors ici, il s'agit de régulateurs transcriptionnels, j'y reviendrai plus tard, de toute la synthèse des flagelles chez les bactéries, donc qui est une structure extrêmement importante, qui coûte beaucoup d'énergie parce qu'en fait, il y a beaucoup de protéines dans ce système. Eh bien, ici, donc la synthèse de ces gènes est soumise à des régulations extérieures. Et ici, on est dans une porte OR, d'accord, dans laquelle il y a une intégration de différents signaux. Et là, on voit plutôt son comportement asymétrique. Le délai se manifeste lors de la disparition du signal X, c'est-à-dire qu'ici, il y a un délai avant l'inactivation de Z, qui en fait c'est l'ensemble de ces opérons, opérons de synthèse de protéines filamenteuses du flagelle de la bactérie, par rapport à la régulation simple. Voilà. Donc ici, on voit simplement comment en jouant finalement, alors passer de AND à OR, c'est en gros changer les propriétés d'interaction entre les sites de liaison et les facteurs de transcription sur le promoteur qui font qu'ils marchent ensemble. Ça va être un processus AND ou de façon indépendante l'une de l'autre, un processus OR, une gate OR AND. Voilà donc pour ces feed-forward loops cohérentes qui apportent, je résume, à la fois permettent d'être un filtre de durée de processus, enfin, qui permet de filtrer le signal et d'être un persistence detector. Voilà. Alors le point important maintenant, c'est de voir les propriétés tout à fait différentes
de feed-forward loop qui sont incohérentes. Donc là, en fait, on a d'un côté un accélérateur, de l'autre un inhibiteur, mais ici avec un délai. On va voir ici qu'il y a des propriétés nouvelles qui sont importantes. Alors, on les voit qualitativement très rapidement dès lors que l'on considère le comportement de ce système. Alors, X va activer Z directement, d'accord, avec un taux qui correspond à bêta, c'est les propriétés intrinsèques du promoteur. Et de l'autre, il va activer Y, d'accord, à un taux qui typiquement va être beaucoup plus lent. Et la raison pour laquelle on le veut qu'il soit plus lent, c'est que ce qui va être déterminant, comme Y est un inhibiteur de Z, on veut que Y passe son coefficient d'activation, de coefficient de répression, hein, K, qui a un temps suffisant, parce qu'à partir du moment où Y va être synthétisé au-delà de ce seuil, il va réprimer Z, et donc on va passer d'une phase d'activation à une phase de répression. Et donc ces actions conjuguées, les temps différents d'activation de Z par X et de Y par X, d'accord, qui va donner naissance en fait à la forme de ce pulse. D'accord, la forme de ce pulse va dépendre donc de KXY, hein, les propriétés ici, et l'activation, la force d'activation de bêta Z, j'allais dire même par rapport à bêta Y. D'accord. Alors, on peut voir comment on construit à partir de là aussi une propriété, ça permet aussi d'avoir une réponse beaucoup plus rapide que dans l'activation simple, hein, qui est celle dont on a déjà parlé, parce que l'on peut se permettre d'avoir une activation bêta extrêmement rapide, un peu comme on l'avait dans une rétroaction négative, mais ici dans un contexte où on va essayer d'avoir un pulse en même temps. Donc on va avoir un temps pour atteindre qui est plus court. Alors ici, un système expérimental a permis de tester ces propriétés génériques que j'ai présentées qualitativement. C'est le système en fait, du métabolisme du galactose. Alors c'est pas arabinose, c'est un autre sucre qui aussi n'est pas une ressource énergétique la plus favorable par rapport au glucose, mais qui néanmoins existe et que le système doit pouvoir détecter. Et là, en fait, le système détecte à la fois l'absence de glucose sous forme de présence d'AMP cyclique et l'absence de galactose. Dans ces conditions-là, le système va avoir une activation transitoire donc, de l'enzyme GAL-E, et à partir du moment où le galactose sera présent, l'enzyme sera présente pour le métaboliser. Voilà. Donc la bactérie a utilisé des contextes de régulation assez différents dont la forme, l'évolution temporelle, renseigne un peu sur la structure même des fluctuations de galactose et d'arabinose dans l'environnement. Et honnêtement, je ne suis pas un spécialiste du métabolisme des bactéries, je ne sais pas dans quelles conditions l'arabinose est disponible, ou le galactose, ou le glucose, mais en tout cas, ce sont des paramètres qui varient dans l'environnement. Alors, j'y reviendrai à la fin, mais ici, chez les mammifères, on retrouve ces boucles FFL cohérentes et incohérentes dans les contextes de régulation transcriptionnelle par les facteurs de transcription tout à fait différents qui sont importants dans la réponse à des voies de signalisation. Donc je m'appuie beaucoup sur le travail sur la bactérie, mais il y a quelque chose de générique qui a une application plus large. Voyons maintenant, à partir de là, ce qu'on peut regrouper sous le terme plus général de programme de régulation. On est dans une forme de déterminisme génétique assez important, mais néanmoins d'adaptation permanente et d'interaction avec l'environnement. Et ici, dans les cas où on va avoir des réseaux plus complexes, mais dont on peut néanmoins déchiffrer la logique. Alors le premier, c'est ce qui a été appelé Single Input Module. En fait, on a un régulateur qui, d'une batterie de gènes en aval extrêmement important et dans lequel on veut pouvoir réguler dans le temps l'expression de ces différents gènes. Ici, on est vraiment dans un contexte de régulation temporelle, comme vous l'avez vu, en fonction de l'environnement. Au cours du développement, dans un contexte aussi de régulation spatiale, ou principalement de régulation spatiale. Alors, dans ce système-là, ce que l'on veut pouvoir obtenir dans certaines circonstances, c'est qu'à partir d'un input X, ici, qui, par exemple, serait le résultat, si X est le résultat, par exemple, est un pulse hein, qui résulte d'une feed-forward loop incohérente, on voit ici son profil, X, qui aurait cette forme-là, pourrait réguler Z1, Z2, autant de gènes cibles, selon des séquences temporelles qui seraient dictées par les valeurs respectives des seuils d'activation K1, K2, K3 de tous les gènes en aval, lesquels peuvent être régulés par l'évolution. Et donc si par exemple le seuil
d'activation donc on a ici les différents seuils qui pourraient, donc les seuils d'activation, qui seraient en fait des propriétés des promoteurs dictées par l'évolution, résultant de l'évolution. À ce moment-là, cela dicterait un séquençage d'activation en premier lieu de Z1, puis de Z2, puis de Z3. Et lors de la disparition du signal, on aurait une disparition séquentielle de Z3, puis de Z2, puis de Z1. Et donc ici, les premiers apparus sont les derniers à partir, et les derniers apparus, les premiers à partir. Donc on a ici une logique d'emboîtement des différents inputs qui peut être utilisée. Voilà, donc ce que je veux simplement illustrer, c'est qualitativement, en régulant K1, K2, K3, qui sont les propriétés de ces promoteurs, on peut réguler le séquençage de tous les gènes cibles à partir d'un input donné. Alors, il existe un système expérimental qui s'apparente à ce type de structure, même si ce sont des répressions, mais en fait, modulo cette répression, la logique est la même. C'est le système de l'arginine, donc un acide aminé, pas un glucose. On a en fait une voie métabolique complexe pour la synthèse de l'arginine. Et en fait, ces différentes enzymes, qui sont ici représentées en rouge, catalysent les transformations entre ces différents intermédiaires. Et au lieu d'être toutes là à tout moment, en fait, elles sont synthétisées selon une séquence temporelle que l'on peut voir ici lorsque l'on regarde au cours du temps les différentes phases d'activité des promoteurs en question. Donc on voit ici ces données expérimentales qui montrent en fait que cette première enzyme est activée en première, puis le deuxième de plus en plus tard, etc. Et ici pour cette autre branche également. Et ce qui est donc assez remarquable, c'est que donc on a un phasage temporel de différentes vagues d'activation de ces différentes enzymes et donc comment est-ce que cela est effectué? Précisément par une régulation emboîtée dans laquelle un régulateur principal, ARG-R, va réguler tous les gènes en aval. Alors, j'aimerais maintenant parler des circuits à 4 nœuds qui sont beaucoup plus nombreux. Il y en a 199. Alors, je suis un peu embêté parce que celui qui m'intéresse le plus, je ne l'ai pas retrouvé dedans. Bon, je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai cru l'avoir trouvé, mais non. Alors, les deux les plus importants qui ont été sélectionnés dans l'évolution, c'est ces deux-là. Et on va parler en particulier d'abord du two-output FFL. Donc, en fait, c'est, vous voyez, deux feed-forward loops cohérentes, mais emboîtées l'une dans l'autre. Elles ont une branche commune, une branche parallèle, et ici une branche commune. Voilà. C'est celle-là que je n'ai pas trouvée. Voilà, mais enfin, elle est quelque part sans doute. Et en tout cas, le point important, c'est que certaines de ces sous-réseaux ont des propriétés singulières intéressantes. Et en particulier, je veux montrer ici qu'encore une fois, en choisissant bien les valeurs de K1, K2, K'1, K'2, qui sont les coefficients d'activation et donc des propriétés intrinsèques des promoteurs, que l'évolution peut changer à tout moment, hein, j'insiste bien sur ce point-là, avec des portes OR en bas, on peut trouver un phasage, si X est l'input ici, si K1 est inférieur à K2, à ce moment-là, on va avoir une activation première de Z1 après Z2, et si en revanche, pour Y, donc avec ses coefficients d'activation K'1 et K'2, K'1 est supérieur à K'2, d'accord ? À ce moment-là, on va avoir que le dernier arrivé est le dernier à sortir, ce qui n'était pas le cas dans la situation précédente. Donc ici, c'est un exercice qualitatif qui permet de voir que l'évolution peut tout à fait facilement, en raison de l'indépendance des paramètres, d'accord, façonner une régulation séquentielle à l'aide de quelques mutations dans les promoteurs. D'accord. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Un autre exemple, c'est ce qu'on appelle multi-output FFL. Donc là, on est dans un contexte où on a toute une série de régulations cibles. Donc là, on va être toujours chez la bactérie, dans un cas où en fait, la bactérie a besoin de synthétiser plus de flagelles. La bactérie n'a pas un nombre fixe de flagelles, ça dépend des propriétés de l'environnement, de viscosité, parce que le couple, en fait, la viscosité offre une résistance à la rotation du flagelle, donc la taille du flagelle, le nombre de flagelles varie, c'est une façon assez remarquable, ainsi que le couple moteur ici. Bon, j'en avais parlé dans mes cours il y a quelques années, mais le point important, c'est que ce flagelle, qui est une structure absolument exceptionnelle de complexité est régulé, vous voyez le nombre de protéines, par toute une série de gènes. Il y a 6 opérons. Et donc, ces opérons, on les voit ici. Hein. Les opérons, c'est un groupe de gènes co-régulés par des facteurs de transcription particuliers. Hein. Donc, on fait partie de l'opéron lactose, mais là, c'est des opérons dans la chaîne de synthèse des composants du flagelle. Donc, on a un premier opéron ici, 2 autres là, etc., etc.
Le point qui est important, c'est que la synthèse, c'est un bon exemple d'auto-assemblage, c'est-à-dire que c'est une structure qui s'assemble comme une capside virale, on va dire, mais qui se fait de façon très séquentielle. Il y a un ordre pour mettre les choses, et cet ordre, en fait, il est dicté par la synthèse des différents composants. Si on mettait tous les composants en même temps dans la bactérie, si je ne me trompe pas, je crois que le flagelle ne s'assemble pas. Il y a besoin d'apporter les différents éléments selon une certaine séquence. C'est pour cela que le système, la bactérie, a mis en place un séquençage qui utilise des boucles FFL, et comme on va le voir. Alors en particulier, il y a une autre chose, c'est que c'est une structure tubulaire. Donc en fait, là on est à l'extérieur de la cellule, là on est à l'intérieur de la cellule, et là on a les deux membranes cellulaires. Donc pour arriver ici, il faut passer par le tube. Donc en fait, on a besoin aussi de la structure précédente pour pouvoir apporter les molécules au bon endroit, typiquement de l'autre côté de la cellule, pour sa synthèse. Alors ici, on a deux master régulateurs, des régulateurs transcriptionnels qui jouent un rôle très important hein, dans cette structure qui est un peu dérivée de ce que je disais avant, mais maintenant non pas avec simplement Z1 et Z2, mais tout un ensemble de gènes cibles, hein, Z1 jusqu'à Zn. X et Y, ce sont deux facteurs de transcription, FLIA et FLHDC. Ces deux molécules-là fonctionnent dans des boucles cohérentes enchâssées. Et Z1, Z2, Z6, en fait, il faut entendre, ce sont les 6 opérons. Et chaque opéron correspond lui-même à toute une batterie de gènes en aval. D'accord ? Donc si on se fixe là-dessus, on a exactement le type de comportement que j'avais présenté ici d'une façon plus simple. Hein, exactement la même chose, c'est que la valeur respective de tous les K1 jusqu'à Kn ou K'1 jusqu'à K'N permet de séquencer l'activation de ces différents gènes et ainsi que d'arrêter leur transcription. Donc c'est exactement ce qui se passe dans le cas de ces systèmes. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai donné quelques références pour aller creuser ce système, la régulation de ce système absolument remarquable. Dernier exemple de combinatoire, finalement le cas le plus compliqué, dans lequel on va avoir, pour la régulation d'un certain nombre de gènes, représentés de façon symbolique ici, quelque chose qui généralise ce que j'avais représenté avant et qui sort parmi les 199 réseaux à 4 nœuds comme quelque chose de très fréquent, c'est dans lesquels on a un effet combinatoire, une densité de régulation qui est beaucoup plus importante que ce à quoi on s'attend dans un réseau aléatoire. On ne trouve nulle part dans les réseaux aléatoires avec autant d'une telle probabilité, une telle convergence de régulation croisée dans un ensemble extrêmement resserré. Voilà. Donc cette très forte densité est une propriété émergente qui résulte de l'évolution et que l'on trouve dans la bactérie. Alors, on peut prendre aussi, un dernier exemple, des FFL. On peut maintenant commencer à associer. On a compris la fonction respective de ces différentes FFL. On peut aussi maintenant les associer les unes aux autres. Et pour vous donner un exemple maintenant, de choses qui peuvent être affinées de façon beaucoup plus remarquable. Considérons ici un générateur de pulses par cette boucle FFL incohérente, un persistance détecteur par cette boucle FFL cohérente, d'accord ? Et puis on répète l'opération en aval. Ce qu'on obtient, c'est effectivement un pulse Z1 suivi par un pulse Z2 et un troisième. Alors on pourrait continuer, etc., pour avoir Z3, Z4, Z5, mais les propriétés ici de ce système résultent du fait que, par exemple, Z1, c'est une porte AND, donc a nécessité à la fois l'activation donc X1 active au-delà du seuil, enfin, il faut à la fois donc dès que X1 est activé, il va activer Z1, et dès que Y1 va atteindre son seuil de répression, à ce moment-là, Z1 va commencer à être inhibé. Mais la production de Z1 va aussi coïncider va permettre dans cette FFL cohérente l'activation de Z2, qui va partir de ce moment-là. Puis, en fait, c'est X2 qui va être synthétisé, mais comme il active instantanément Z2, enfin, dans cette représentation, à ce moment-là, c'est Z2 qui apparaît. Et dès que Y2 passe son seuil de répression, il va arriver à la répression. Il va permettre l'activation de Z3 qui va apparaître ici. Voilà. Donc on voit ici de façon très qualitative comment on peut façonner des profils beaucoup plus complexes que ce que j'avais dit précédemment. Mais l'idée avec ces diapositives, c'est simplement de vous dire qu'on pourrait imaginer comment, en combinant, on pourrait même, je ne sais pas si les gens ont fait même des réseaux synthétiques où on pourrait jouer sur ces valeurs respectives de K1, K2, K2, etc., tous ces paramètres-là, pour en fait véritablement synthétiser
des réseaux qui auraient ces propriétés-là. Il y a des réseaux d'autres types qui ont été faits, notamment des oscillateurs. Je ne vais pas en parler, mais on aurait en fait au moins le point de départ pour façonner des réseaux de ce style-là. Alors il y a d'autres paramètres dont je ne parle pas, hein, qui sont des paramètres constitutifs, qui sont importants pour la stabilité de ces systèmes. Voilà. Alors, voilà, donc ça j'ai dit. Donc je voulais présenter maintenant d'une façon un peu synthétique. On zoome. On a vu certains réseaux qui ont des propriétés particulières, notamment ces boucles de régulation FFL cohérentes et incohérentes en jaune. Je présentais tout à l'heure rapidement ces dense overlapping regulons, c'est-à-dire ces systèmes de régulation extrêmement denses, que l'on trouve beaucoup plus fréquemment que dans les réseaux aléatoires. En fait, on peut les représenter ici. Ici, on a cette couche intermédiaire qui intègre l'activité de beaucoup de facteurs de transcription, qui régule en aval un certain nombre de gènes qui vont fonctionner maintenant dans des portes logiques FFL, dans des systèmes, dans des réseaux qui sont des FFL cohérentes et incohérentes. Donc on a une espèce d'organisation. Ici, on a une représentation complexe de ces réseaux. Ici, on peut en voir, par le travail de cette logique que je détaille depuis le début de ce cours, une représentation plus intuitive, au sens où, non pas que là, on comprenne tout de suite la fonction, mais on peut au moins décomposer en entités qui ont leur propre logique. Et on voit bien ici qu'on a un programme d'intégration de facteurs qui lisent l'environnement et qui permettent, dans des conditions de temps et d'environnement, d'activer ces différents sous-réseaux qui vont être des pulse détecteurs, des persistence détecteurs ou des pulse générateurs, et donc d'avoir une réponse du système. Donc il y a une espèce d'organisation logique de l'ensemble du réseau qui commence à apparaître dès lors qu'on utilise cette approche de motif de réseau. Donc voilà ce qui résume ce que je vous ai dit jusqu'à présent concernant le travail chez Colli. Je voudrais simplement préciser que, comme on le voit maintenant dans les études, il y a aussi chez les mammifères le même type de logique que l'on peut retrouver. Et je vous en donne un exemple qui est assez remarquable parce qu'il concerne une voie de signalisation que l'on voit un peu partout, hein, la voie EGF, c'est un facteur de croissance, qui active cette voie de transduction du signal RAF, RAS, etc., qui est impliquée dans plein de niveaux, notamment le cancer, on va le voir. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on regarde au cours du temps, en présence de EGF, l'activité de MAP kinase phosphorylée, on voit qu'on a un pulse. D'accord ? On a une activation assez rapide au bout de quelques minutes, puis une inhibition. Et on peut voir ici l'ensemble des gènes qui sont dans la transcription est induite au cours du temps, qui sont classifiés ici par groupe d'activation. Les gènes précoces, IEG, les gènes intermédiaires qui sont décalés dans le temps, et puis les gènes tardifs que l'on voit ici. Et donc finalement, on pourrait, fort de ce que je vous ai dit avant, imaginer que l'on peut reconstruire la logique de ce système. Alors, il y a beaucoup plus de gènes chez la levure, chez les mammifères, donc c'est plus compliqué. Mais déjà, un point important, c'est que, comme il le montre dans cet article, dans des cancers de la prostate, en tout cas chez les tumeurs humaines, on retrouve souvent que les répresseurs transcriptionnels qui correspondent à cette classe intermédiaire DEG, hein, Delayed Genes, sont souvent down-régulés. Et ce qu'on peut montrer, c'est qu'en classifiant ces répresseurs de transcription, qui sont soit dans certains tissus fortement exprimés ou peu exprimés, donc ici typiquement dans les tissus cancéreux, on peut voir que le pourcentage d'individus qui survivent pendant une durée, par exemple, de 30 mois, elle est très grande ici lorsqu'on a un fort niveau d'expression de ces répresseurs, alors qu'il est beaucoup plus faible lorsque le répresseur est plus faible. Donc finalement, ce que je suis en train de dire, c'est que le séquençage et le niveau d'expression de ces gènes à ces moments-là est assez important pour des fonctions émergentes comme la survie et dans les contextes cancéreux. Mais revenons à cette question de séquençage temporel des différentes expressions. À la fin de l'article, les auteurs suggèrent, sans pouvoir véritablement le démontrer encore, comment en fait différents motifs de réseau pourraient rendre compte de ce séquençage des différents groupes d'expression génétique. Par exemple, pour les gènes très précoces, alors ils soulignent en même temps les facteurs de transcription, donc X et Y, qui sont connus pour être impliqués dans cette phase-là. En particulier TCF, qui est un facteur de transcription de la voie Wnt, ou FOS, un oncogène,
fonctionne selon une boucle de rétroaction négative qui permettrait donc un temps de réponse très court et puis après une inhibition. Donc là, c'est quand c'est avéré, quand c'est une flèche noire. Ici, pour une réponse plus tardive, on est dans un système où en fait, TCF active un autre facteur de transcription avec une rétroaction sur le gène qui l'active, donc une autre rétroaction négative. Et là, il y a une atténuation de la réponse plus tardive. Ici, on a un cas de FFL dans lequel on implique d'autres facteurs de transcription qui permet en fait la formation d'un pulse, parce que c'est un réseau incohérent, un FFL incohérent. Et enfin, pour la dernière classe de gènes, ceux qui sont induits plus tardivement, là, il considère l'action enchâssée à la fois de plusieurs FFL, hein, et ici en particulier, via tous ces différents facteurs, la production donc de ce gène TNS4 qui est induit plus tardivement. Donc ici, il s'agit en fait d'un exercice où les auteurs en fait proposent que différents motifs de réseau en fait rendent compte du séquençage de l'activation de gènes qui répondent à la voie EGF. On peut aussi voir ça d'une autre façon lorsque l'on regarde la voie EGF dont j'avais parlé l'an dernier dans le décodage temporel en fait du signal. À la surface d'une cellule, un même signal va donner naissance à des signaux de durée variable. C'est-à-dire qu'un signal très court va tout de suite être filtré, alors que des signaux qui vont être un peu plus longs, mais néanmoins courts, via les rétroactions négatives inhérentes, alors on n'est pas au niveau de la transcription, on est dans les voies de signalisation, on va avoir plutôt la formation d'un pulse qui va émerger, et si en revanche le signal est plus long, on va avoir l'émergence d'une voie plus longue. Après, ça c'est ce qui se passe directement au niveau de la membrane et des facteurs qui s'associent directement aux récepteurs de signalisation, mais il y a dans la cellule tout un ensemble de composants de ces voies de signalisation qui sont certes très nombreux et très complexes, mais que l'on peut associer à des modules de fonctionnement dont la logique se comprend comme un module rapide qui transmet directement le signal RAS qui émerge directement du récepteur, et d'autres qui sont plus lents et qui vont jouer un rôle de persistence détecteur. Donc, sans que les études aient été faites, on peut s'attendre. Alors, on voit ici donc c'est toutes ces molécules. Alors, c'est des descriptions assez absolument pas transparentes, mais à la lumière de ce que j'ai présenté aujourd'hui, on peut imaginer que, par exemple, ce qui se passe au niveau de ces protéines qui ont une réponse plus lente, le persistence détecteur en fait procède d'un mécanisme qui pourrait avoir certaines analogies avec ce que j'ai présenté tout à l'heure en termes de boucles FFL incohérentes en particulier. Cohérentes, pardon. Et finissons par, ce sera beaucoup plus rapide, par les réseaux développementaux, en considérant maintenant, alors dans les réseaux développementaux, on est dans une situation différente que je vais énoncer. Une grande partie de ce que j'ai dit concernant les régulations transcriptionnelles, notamment la présence de FFL cohérentes et incohérentes, se retrouve. D'accord ? J'en ai donné un exemple à l'instant. Mais maintenant, j'aimerais apporter l'attention sur des types de régulations particulières qui sont liées aux questions de régulation spatiale au cours du développement. Alors les réseaux, au cours du développement ou de façon même plus générale, le point singulier du développement, c'est notamment le fait d'induire des réponses irréversibles qui permettent de définir ce qu'on appelle un état cellulaire et ultimement une différenciation cellulaire. Et cela va se faire en réponse à des inputs, des signaux qui sont plus ou moins complexes, qui apparaissent dans le temps ou dans différents lieux et qui en fait permettent ces transitions. Alors on en parlera beaucoup plus la prochaine fois, mais on prend ici un exemple simple qui est à partir de cellules souches hématopoïétiques. Il y a un certain nombre de types cellulaires qui peuvent se produire. C'est une représentation simplifiée de l'ensemble des cellules du système immunitaire. Mais disons que ça introduit l'idée importante, c'est qu'à partir là, on parle non pas de molécules, mais de types cellulaires, mais l'on veut comprendre comment ce type de décision résulte de réseaux sous-jacents dont la logique peut être déchiffrée. Et le point extrêmement important sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est le fait que ces systèmes sont dotés de mémoire. Ce sont des systèmes qui ont des propriétés de bistabilité qui permettent que l'état de la cellule persiste en l'absence du signal qui a induit cette transition. Et donc qui permet évidemment de parler de mémoire. Alors il y a deux types de structures, de motifs qui donnent en fait cette bistabilité.
c'est répression mutuelle et positive feedback loop, donc auto-activation. Donc on va voir ça. Alors cette idée-là, elle est remontée en fait à un article de 1961 de Jacob et Monod, dans lequel, à partir de leur travail chez la bactérie, ils avaient déjà commencé à énoncer un certain nombre de réseaux d'interaction, de cross-inhibition, donc vraiment quelque chose qui est exactement comme ça, mais d'une façon plus ou moins compliquée, qui permettent de rendre compte donc de cette permanence du signal, de cette permanence de l'état en dépit de l'absence du signal qui les induit. Let us study a certain number of theoretical model systems in which we shall use only the controlling elements known to exist in bacteria, interconnected, however, in arbitrary manner. Donc là, c'est un peu un exercice de imaginons des réseaux qui auraient les propriétés à peu près conformes à celles qu'ils avaient découvertes en étudiant le phage lambda ou l'opéron lactose. Alors, c'est essentiellement, on ressort de deux types de régulation, cross-inhibition ou positive feedback, qui sont les deux types de bistabilité génériques que l'on trouve. Alors, on les trouve évidemment chez la bactérie dans le cas de l'alternance entre l'état lysogénique dormant et l'état de lyse pour le bactériophage qui, à ce moment-là, tue la cellule et produit d'autres capsides. Et puis, dans, encore une fois, une représentation simplifiée du réseau de régulation de ces lignées, de ces cellules hématopoïétiques, dont les types cellulaires sont présentés ci-dessous. Ici, on a quelques facteurs clés qui jouent un rôle dans cette décision, et vous voyez qu'on retrouve des répressions mutuelles en rouge, qui sont les marqueurs en fait, d'un système de bistabilité qui confère au système une mémoire et donc une permanence. On le retrouve aussi maintenant, comme je l'avais annoncé au cours du développement, j'aime souvent prendre cet exemple du réseau de régulation génétique chez la drosophile, et notamment des gènes GAP, mais également on retrouve chez les gènes PER-RUL, où le cas de répression mutuelle en rouge est présent ici. Donc voilà un type de logique propre du système. D'ailleurs, l'article de Denis Thieffry que j'avais mentionné en introduction concernant l'étude des réseaux booléens, si ma mémoire est bonne, avait mis le doigt en particulier sur cette propriété de répression mutuelle. En tout cas, on a ici un autre exemple, une illustration de bistabilité au cœur en fait, de la permanence d'un système. Alors, incidemment, ce système permet également de définir les frontières d'expression qui dit bistable, c'est-à-dire non-possibilité de coexistence des deux états au même endroit, mais possibilité de les disjoindre spatialement. Donc en fait, le point extrêmement important, c'est que la bistabilité, en plus de permettre la permanence de l'état, ce qui est très important au cours du développement, soit des échelles de temps très longues, d'heures, voire de jours ou plus, mais c'est aussi de permettre un partitionnement spatial qui est le propre en fait, de ce qu'on appelle le patterning, la cartographie de l'embryon au niveau moléculaire. Alors voyons tout d'abord l'autorégulation positive. Donc, je l'ai introduit tout à l'heure. Hein. C'est un système qui est beaucoup plus lent. Et il se trouve que le développement, c'est beaucoup plus lent que le développement d'une bactérie. Hein. Le cycle cellulaire chez une cellule mammifère, ça peut être quelques heures, voire 24 heures. Donc, le plus rapide, ça va être 8 heures chez la drosophile, dans l'embryon précoce, sinon 24 heures. Donc, tout est beaucoup plus lent. Et donc, on est dans un contexte où le bruit n'a pas le même impact, vu que les décisions peuvent être le résultat d'une intégration au cours du temps. Donc là, on va utiliser un système dans lequel l'évolution de x est aussi dépendante d'une fonction de x, hein, dont on peut étudier la forme, qui va typiquement être une fonction non linéaire ou alors plus linéaire, on va voir, moins quelque chose qui correspond à la dégradation ou à la dilution. Alors chez les mammifères, ça va vraiment être la dégradation qui va jouer un rôle clé. La croissance est beaucoup plus lente. La dégradation va jouer un rôle important, ce d'autant que la dégradation elle-même est l'objet de régulation. C'est-à-dire qu'on va avoir des systèmes qui vont accélérer la dégradation à la demi-vie d'une protéine. Alors, le point important, c'est qu'on voit ici dans ce graphe où l'on représente les taux respectifs de disparition de x, donc alpha x, d'accord, et puis donc la fonction f de x, donc, quelle que soit sa forme, tant qu'elle n'est pas constante, hein, on voit bien ici que le temps d'approche de l'état stationnaire il va être plus faible, dx sur dt va être plus faible que dans l'état d'une activation simple. Et c'est ce qui est observé par le fait que cette courbe arrive à l'état stationnaire plus lentement. Alors l'autre point important, c'est que donc cette boucle d'autorégulation permet offre une possibilité, c'est d'augmenter la sensibilité du signal sans augmenter le bruit. D'accord ? On va le voir dans cette étude qui vient du labo de Nama Barkai en 2008, qui avait en fait modélisé
donc un réseau par rétroaction négative versus, comme on va voir, un réseau avec une activation positive. Donc ici, donc voilà l'évolution de N1 en fonction de l'input N0. Alors on a un cas d'activation simple ou d'activation par negative autoregulation, ça c'est ce qu'on a vu. Dans ce système-là, si jamais on veut minimiser le bruit, alors le bruit, on peut mesurer deux choses dans ces simulations. On peut mesurer ce qu'ils appellent la sensibilité ou le gain, qui est la valeur relative de la variation de l'output normalisé sur la variation de l'input normalisé. dN1 sur N1 sur dN0 sur N0, ce qui correspond à d de Ln, le logarithme de N1 sur Ln0. Et l'amplification du bruit, qui est simplement le rapport du bruit de l'output sur l'input. À partir de là, les simulations montrent très clairement que si l'on veut minimiser, en changeant les paramètres, le bruit de l'output, à ce moment-là, on va avoir une sensibilité qui va être très faible. On ne peut pas augmenter. Si on augmentait fortement l'output, à ce moment-là, on aurait une augmentation du bruit. Néanmoins, et c'est là le point important, c'est que lorsque l'on apporte un système qui a une autorégulation positive, alors associé à ça aussi une autorégulation négative, mais dont la fonction, c'est d'éviter l'échappement du système à un temps beaucoup plus court. C'est un negative feedback très court, alors que là, c'est un positive feedback sur un temps plus long. À ce moment-là, on peut à la fois augmenter la sensibilité du signal, du système, par rapport à un système no feedback, donc c'est aussi bien, mais le bruit, vous voyez, est beaucoup plus bas. Donc là, c'est une fonction très intéressante d'un positive feedback, c'est qu'il permet d'augmenter le gain sans augmenter le bruit, qui est évidemment, sur les temps très longs, extrêmement utile pour prendre une décision. La deuxième propriété, qui est celle que j'avais introduite, c'est l'idée de bistabilité, c'est-à-dire que ce système, dans certaines conditions, où f de x est une fonction non linéaire qui est une fonction de I, une sigmoïde, eh bien, en fonction de la forme de la sigmoïde par rapport à la dégradation de x, on peut avoir, et ici encore dans cette représentation où on présente les taux de dégradation en rouge et f de x en bleu, si c'est une fonction de Hill, on peut voir apparaître les conditions où il y a 0, enfin 1 ou 2 ou 3 états stationnaires, et notamment s'ils sont stables ou instables. Donc ces points fixes, ici il y en a 3, il y a un point fixe instable, 2 points fixes stables, et dont on voit directement la valeur en considérant la valeur respective de f de x par rapport à alpha x qui se voit immédiatement dans ce graphe, et donc on voit bien qu'ici que le système va converger vers ce point fixe, ici et là. Alors ici, on est très très près de l'origine, il faut zoomer pour voir l'état stationnaire stable ici. Et donc on a donc les valeurs de x peuvent être soit élevées, soit basses, donc on a un système bistable. Ici, on a la séparatrice qui sépare donc ces deux bassins d'attraction vers lesquels le système convergeait en fonction de ses conditions initiales. Alors, on voit encore ici, comme je l'avais mentionné pour la bactérie, en changeant l'évolution, on peut changer les paramètres. Donc, l'intérêt d'une bonne paramétrisation, c'est à la fois de pouvoir rendre compte de l'évolution du système, mais il faut surtout que ces paramètres, c'est intéressant alors de voir ceux qui sont et de quelle façon peuvent-elles être régulées par l'évolution. L'évolution joue sur des séquences aléatoires de protéines ou de séquences régulatrices. Ici, on peut jouer sur un ensemble de paramètres. Notamment, on voit ici le taux de dégradation des protéines. Alors, si suivant la valeur, on va avoir l'existence de 1 point stable, 3 points stationnaires, 1 instable, ou voilà, donc monostabilité ou bistabilité en dépendant de gamma. Ça dépend également de l'effet coopératif dans la fonction de Hill. Si jamais, pour une dégradation équivalente, on augmente la non-linéarité, on peut avoir un système qui est simplement avec un seul point stable, ou alors une bistabilité. Donc en fait, le système a des variables d'ajustement diverses et variées. Et ce système-là confère une mémoire, parce qu'on voit bien que à partir du moment où le système sera bloqué dans un état stationnaire, l'input peut disparaître Y, le système va rester dans un état d'activation forte. Et donc, c'est cette propriété de mémoire qui lui confère un avantage particulier lorsque l'on parle d'état cellulaire. Une cellule peut transiter à un état nouveau et rester dans cet état pendant une durée très longue. Et on verra dans le cours prochain, avec une approche totalement orthogonale à celle-ci, comment on peut comprendre ces discontinuités
et la logique sous-jacente. Alors, on arrive au terme. À partir de ce système de bistabilité, on a des cas maintenant d'activation mutuelle où en fait les deux, là ce n'est pas un cas de bistabilité, hein, c'est un cas où le système peut être bloqué avec une coexistence des deux dans un état on ou un état off, ou alors un interrupteur, un toggle switch, dans lequel c'est l'un qui est activé ou l'autre qui est inactivé, avec leur occurrence au cours des différenciations cellulaires ou au cours du développement embryonnaire. Et dans le cas du toggle switch, une autre façon de voir les choses de façon intéressante, c'est de considérer maintenant la loi d'évolution de l'apparition de x et de y, d'accord, avec les fonctions respectives f de y et f de x. D'accord, donc on part sur le même principe qu'avant, sauf que là maintenant ce sont des répressions, qu'on est dans le cas de double répression. Et là, on peut voir la représentation. Donc, f de x sont des fonctions de Hill avec donc n supérieur à 1, parce qu'on veut cette non-linéarité pour voir apparaître la bistabilité. Et on le voit de façon très, très, très claire lorsque l'on représente l'évolution du système dans l'espace des concentrations respectives de x et de y. Ce qu'on représente ici, c'est ce qu'on appelle les null-clines, c'est certaines lignes qui correspondent aux valeurs de x et de y, où dy sur dt égale 0 et dx sur dt égale 0. Et on voit bien que la propriété intéressante, c'est que ces fonctions null-clines sont en fait des fonctions de Hill, vu qu'elles ont précisément la fonction f de x sur alpha ou f de y sur alpha. Et donc, l'effet coopératif que l'on veut ici dans la répression est typiquement ce qui confère l'existence de la bistabilité, parce que si l'on représente donc ces deux courbes, avec ici pour l'une et pour l'autre, on voit bien qu'elles vont avoir 3 points d'intersection qui vont définir 2 points fixes stables et un point fixe instable, avec ici toutes les évolutions du système vers ces points, ces attracteurs. Alors on voit bien que si jamais il ne s'agit pas de fonctions de Hill, donc elles n'ont pas une forme sigmoïde, alors ça peut être pas forcément une fonction Hill, ça peut être une fonction logistique ou autre. Néanmoins, le point est que si ce n'est pas des fonctions sigmoïdes, à ce moment-là, on ne peut pas avoir de bistabilité, on a simplement une monostabilité. Et donc, encore une fois, mettre en place, alors dans un cas de régulation génétique, ça va être des promoteurs avec des effets coopératifs, l'association de facteurs de transcription, et on peut à ce moment-là voir apparaître une bistabilité dans certains cas. Alors, quand on a un système qui n'a pas de fonction sigmoïde liée à l'activation de la répression, parce qu'il n'y a pas d'effet coopératif, il y a à ce moment-là une auto-activation de Y ou de X, d'accord, peut conférer à ce système une bistabilité, parce qu'il y a quelque chose de non linéaire dans ces propriétés d'auto-activation. Donc en fait, on retrouve souvent dans les réseaux ce genre de choses, où en plus d'avoir une activation réciproque ou une inhibition réciproque, des autorégulations en fait, qui en fait donnent une non-linéarité sans avoir d'effet coopératif dans la répression ou l'activation mutuelle. Ça se retrouve extrêmement souvent. Je trouve que ça paraît plus compliqué, mais en fait, ça donne cette même propriété générique qui est la bistabilité. Alors voilà, ces réseaux maintenant, comme vous pouvez l'imaginer, ne sont jamais isolés, ils vont être enchâssés dans d'autres types de régulation. Il y en a deux qui ressortent de façon très courante, avec mutual repression ou activation, pour activer ou de façon différente réguler ces gènes Z. Et dans ces cas-là, bon, celui-ci, c'est celui que nous avons vu, ça donne de la mémoire au système. X ou Y Z peut disparaître, mais les deux vont rester dans leur état d'activation respective. Et ici, dans un système de bistabilité, on va voir l'un qui va persister alors que l'autre va disparaître. Donc ici, on a un système qui permet d'activer le réseau et après qui reste son état d'activation alternée ou synchrone. Et le point final, c'est simplement souligner qu'on s'est beaucoup concentré évidemment sur ces réseaux biochimiques et plus précisément même les réseaux transcriptionnels de régulation, en voyant certains motifs extrêmement fréquents, et j'ai souligné leur fonction singulière. Mais si l'on se réfère encore à la description, à l'analyse de David Marr, d'avoir ces niveaux computationnels, algorithmiques et d'implémentation, on peut imaginer que dans d'autres modes d'implémentation, on va retrouver des réseaux cohérents. Par exemple, feed-forward loop, on le retrouve certes, au-delà des réseaux biochimiques, dans des réseaux de neurones, et donc ils ne sont pas confinés à un mode d'implémentation unique. De même, on peut retrouver ce réseau-là, on peut le retrouver dans des réseaux de neurones, mais également dans les circuits électriques.
Il y a d'autres réseaux, en revanche, qui existent dans les réseaux de neurones qu'on ne trouve pas, en fait, dans les réseaux biochimiques, parce qu'ils ont des propriétés différentes, ou alors parce que l'implémentation est différente. Les molécules diffusent, par exemple. Ce n'est pas qu'un neurone qui va dans des positions statiques. Donc il y a des contraintes nouvelles dans chaque niveau d'implémentation. Et puis, par exemple, dans les circuits électriques, on trouve beaucoup de réseaux à 3 nœuds ou 4 nœuds qui offrent d'autres propriétés de filtrage ou même d'oscillation. Voilà. Donc, dont je n'ai pas du tout parlé aujourd'hui, mais qui existent naturellement même dans les réseaux biochimiques. Donc, le point important, c'est de dire qu'il y a des propriétés génériques qu'on retrouve dans différents types de réseaux, et d'autres, en revanche, qui sont plutôt confinées à certains modes d'implémentation, à certaines échelles spatiales ou de temps. Donc, j'espère qu'à ce stade, vous serez convaincus que face à la complexité des réseaux que j'ai exposés au début, et que les fonctions émergent de réseaux d'interaction extrêmement vastes, eh bien, on peut déchiffrer certains aspects de la logique sous-jacente de ces réseaux. Et c'est quand même une très très bonne nouvelle pour tout le monde. L'existence même de ces motifs, en fait, révèle, à certains égards, même fondamentalement, les contraintes pas simplement fonctionnelle, mais logique propre au système. L'évolution, comme on le sait, est une recherche aléatoire, aveugle, mais le filtre de la fonction et de la logique sous-jacente, c'est-à-dire de l'aspect computationnel et algorithmique selon David Marr, est précisément ce qui fait émerger les solutions récurrentes. Ces solutions récurrentes, c'est exactement ces motifs de réseau qu'on a vus aujourd'hui et qui existent à d'autres niveaux et qu'il convient d'analyser plus loin. C'est une certaine philosophie en fait, qui est présentée ici. Et j'ai exposé, je rappelle simplement, quelques exemples de modules computationnels, accélérateur de réponse, détecteur de la persistance d'un signal, filtrage du bruit, génération de pulses ou de vagues séquentielles d'activation, robustesse, d'accord, et puis certains réseaux combinent tout ça pour faire émerger de nouvelles fonctions. Voilà. Donc, c'est un aspect modulaire de la fonction et de l'algorithmique qui est sous-jacent. Alors, pour ceux qui voudraient aller plus loin, je souligne donc ces deux livres. Ces deux-là, donc c'est une édition récente d'un livre plus ancien, mis à jour. Il y a toute une partie qui concerne en particulier les oscillations et la robustesse, qui sont mises à jour de la littérature plus récente, qui me semblent particulièrement intéressants. Et puis, une approche différente de Marcus Covert, qui est également un excellent livre. Et donc, j'encourage celles et ceux qui le souhaiteraient à aller approfondir en lisant ces livres, qu'on peut lire de A à Z, et qui offrent plein de références et même d'exercices pour approfondir la connaissance de cette mode d'étude que je vous ai présenté aujourd'hui. Voilà, la prochaine fois, on verra une approche logique tout à fait différente, mais qui est plus focalisée sur la dynamique de ces systèmes, sur les chemins. Et au terme de ce cours suivant, j'essaierai de comparer, contraster comment associer ces deux visions qui sont bien disjointes l'une de l'autre. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bonne journée.